Je suis heureuse de vous avoir ici avec moi. Suivez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi d'où vous regardez. Je vous aime tellement. Je m'appelle Françoise Moreau et j'ai 68 ans. Je suis veuve et je vis seule à Lyon. Hier soir, j'ai fait opposition sur un chèque de 200 000 € que j'avais rédigé pour le mariage de mon fils unique, après qu'il m'a chassée de la cérémonie pour m'avoir embarrassée devant sa nouvelle belle-famille de la haute société. Mes mains tremblaient encore alors que j'étais assise dans ma voiture devant la banque, observant à travers la vitre la conseillère confirmer l'annulation du paiement. 42 ans de sacrifice, et voilà comment Samuel avait choisi de me remercier. Le volant en cuir était froid sous mes paumes. Rien à voir avec la chaleur de ses petits doigts enroulés autour des miens quand il est né. Quand ce bébé qui avait besoin de moi pour tout, était-il devenu l'homme qui avait honte de mon existence même? Tout a commencé il y a 48 heures. J'étais debout dans ma chambre, tenant la robe bleu marine que j'avais achetée spécialement pour le mariage. Pas trop voyante, Dieu m'en préserve d'attirer l'attention, mais assez élégante pour que la famille de Nathalie ne puisse pas dire que j'avais l'air d'une pauvresse. Cette robe m'avait coûté plus que ce que je dépense habituellement en vêtements sur une année entière. Mais c'était le mariage de Samuel, le mariage de mon fils unique. Mon téléphone a vibré sur la commode. Un message de Samuel. « Maman, il faut qu'on parle de demain. » Mon estomac s'est noué. Après des mois de préparatifs, qu'est-ce qui pouvait bien nécessiter une discussion maintenant? Je l'ai rappelé immédiatement. L'appel vidéo s'est connecté et ils étaient tous là, Samuel et Nathalie, assis dans leur salon immaculé avec ses meubles blancs sur lesquels j'avais toujours peur de m'asseoir. « Maman ?» a commencé Samuel, et je pouvais le voir déglutir difficilement. La main de Nathalie reposait sur son genou, sa bague de fiançailles captant la lumière. Cette bague que j'avais aidé à payer, même si nous n'en parlons jamais. « Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ?» ai-je demandé, bien qu'une partie de moi savait déjà. Les mères savent toujours. La famille de Nathalie. Il a jeté un coup d'œil à sa fiancée. Ils ont certaines attentes pour demain. Des attentes? Le mot avait un goût amer dans ma bouche. Nathalie s'est penchée en avant, son sourire étudié et froid. « Madame Moreau, vous comprenez que beaucoup de personnes importantes seront présentes. Des associés de mon père, des gens du monde. »« Je comprends, » ai-je dit doucement, même si ce n'était pas vrai. Pas vraiment. Samuel a enchaîné. « Donc, nous pensions que peut-être. Ne mentionnez pas la laverie et surtout ne parlez pas d'avoir payé quoi que ce soit. Cela pourrait mettre les parents de Nathalie mal à l'aise. »« La laverie? Mon commerce? » Celui que j'avais bâti de mes propres mains après la mort de Georges. Celui qui nous avait nourris et habillés et qui avait permis à Samuel de faire des études supérieures. Celui qui payait leur mariage. « Et, » a ajouté Nathalie, sa voix douce comme du miel artificiel, « nous avons prévu de vous placer à la table 12. C'est un très bel emplacement. » « Vraiment? La table 12. » J'avais vu le plan de table. La table 12 était dans le coin du fond, près des portes de la cuisine. Les tables 1 à 3 étaient réservées à la famille de Nathalie et à leurs amis importants. « En fait, » a dit Samuel sans croiser mon regard, « ce serait peut-être mieux si vous veniez juste pour la cérémonie. La réception risquerait d'être trop fatigante pour vous. » Trop fatigante pour moi? La femme qui avait travaillé 16 heures par jour, qui avait frotté le linge sale des autres jusqu'à ce que ses mains saignent, qui avait économisé chaque centime pour qu'il puisse avoir tout ce dont il avait besoin. Cette femme-là risquait d'être épuisée par une fête? « Je vois, » ai-je réussi à dire, ma voix stable malgré la fissure qui se formait dans ma poitrine. « Vous comprenez, n'est-ce pas, maman? C'est juste un jour important, un seul jour. » Comme si les 15 000 jours précédents passés à l'élever ne comptaient pour rien. Après qu'ils eurent raccroché, je suis restée longtemps assise sur mon lit, fixant cette robe bleu marine. Combien de signes avais-je manqué? Combien de signaux d'alarme avais-je balayé en me disant qu'il était simplement occupé ou qu'il essayait de s'intégrer au monde de Nathalie? J'ai repensé à tous les petits moments que j'avais ignorés. La fois où Samuel m'avait dit de ne pas mentionner la laverie au dîner chez les parents de Nathalie. Dis juste que tu es dans le secteur des services, maman. Reste vague. La façon dont Nathalie avait oublié de m'inviter aux essayages de robes, alors que sa mère et ses 3 sœurs y étaient toutes. Les appels téléphoniques de plus en plus rares, toujours écourtés parce qu'ils étaient débordés par les préparatifs du mariage. Chaque souvenir était comme une petite coupure, et je réalisais seulement maintenant
que je m'étais vidée de mon sang lentement pendant des années. Le schéma était si clair avec le recul. Plus le mariage approchait, plus Samuel s'éloignait. Non, ce n'était pas exact. Plus il me repoussait. Mais même alors, assise dans ma chambre avec tout le poids du rejet sur mes épaules, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer le lendemain. Je n'aurais jamais pu imaginer que mon fils, mon petit garçon, ferait quelque chose qui briserait 42 ans d'amour inconditionnel en morceaux si petits qu'ils ne pourraient jamais être recollés. Le soleil se couchait derrière ma fenêtre, peignant le ciel de la couleur des vieilles échymoses. Demain était censé être le plus beau jour de la vie de Samuel. Je n'avais simplement pas réalisé que mon absence était requise pour ce bonheur. En 1981, Mitterrand venait d'être élu. J'avais 26 ans et j'étais enceinte de 8 mois de Samuel quand j'ai abandonné mes études d'infirmière. Les nausées matinales avaient été terribles, persistant bien au-delà du 3e trimestre, et les stages cliniques devenaient impossibles. Georges m'a tenue dans ses bras cette nuit-là pendant que je pleurais, promettant que nous nous en sortirions avec son salaire de plombier. Juste le temps que le bébé grandisse un peu, avait-il dit en caressant mon ventre rond. Ensuite, tu pourras reprendre tes études. Mais les bébés ont besoin de choses. Des couches, du lait maternisé, des vêtements qu'ils dépassent toutes les quelques semaines. Et le travail de Georges était saisonnier. De bons revenus en été quand les gens réparent leur maison. Des hivers maigres quand les canalisations gelaient et que personne n'avait d'argent pour les réparations. J'ai commencé par faire des retouches, puis la lessive pour les voisins. Ce qui avait débuté comme quelques machines par semaine dans notre sous-sol est devenu une véritable entreprise dans notre garage. Quand Samuel a eu 5 ans, je dirigeais la laverie Moreau depuis une boutique louée, travaillant 14 heures par jour pendant qu'il jouait dans l'arrière-salle que j'avais aménagée avec des jouets et des livres. Mes mains étaient perpétuellement abîmées par les produits chimiques. Mon dos me faisait constamment souffrir à force de me pencher sur les machines. Mais chaque sacrifice me semblait en valoir la peine quand je le bordais le soir. « Maman, pourquoi tes mains te font mal ?» demandait-il en touchant doucement ma peau craquelée. « Parce que je construis quelque chose de spécial pour nous, » lui répondais-je. « Quelque chose qui fera en sorte que tu puisses devenir tout ce que tu voudras quand tu seras grand. » L'école d'infirmière m'a appelé 2 fois au fil des années pour me parler des possibilités de réinscription. Les 2 fois, j'ai décliné. Samuel avait besoin d'un appareil dentaire. Samuel entrait au lycée et voulait jouer au football. L'équipement coûtait cher. Samuel avait été accepté dans une bonne université. Et même avec les bourses, les factures étaient vertigineuses. Georges est mort quand Samuel avait 22 ans, tout juste diplômé et commençant son premier emploi. Une crise cardiaque sur un chantier, parti avant que l'ambulance n'arrive. L'assurance vie a aidé, mais j'en ai versé la majeure partie pour maintenir Samuel à flot pendant son deuil. Des séances de thérapie, du temps libre pour faire son deuil, tout ce dont il avait besoin. « Tu es tout ce qu'il me reste, maman !» avait-il sangloté à l'enterrement, s'accrochant à moi comme quand il avait 5 ans. « Et tu es tout ce que j'ai !» avais-je murmuré en retour. « On va traverser ça ensemble. Chaque choix, chaque sacrifice, chaque rêve reporté. Tout avait été pour lui, pour l'avenir qu'il aurait, la vie qu'il construirait. Je n'avais jamais imaginé que cette vie ne m'inclurait pas. Il y a 3 ans, Samuel a rencontré Nathalie lors d'un événement de réseautage. Il travaillait dans une agence de communication à l'époque, essayant de gravir les échelons. Il l'a amené me rencontrer dans un café du centre-ville, un terrain neutre, ai-je réalisé plus tard. Pas chez moi, pas à la laverie. Un endroit où ses talons de créateur ne feraient pas tache. Elle était belle de cette façon polie que l'argent peut acheter. Des dents parfaites, des cheveux parfaits, des vêtements qui coûtaient probablement plus que mes charges mensuelles. Quand Samuel m'a présentée, elle a tendu sa main comme si elle me faisait une faveur. « Enchantée de vous rencontrer », a-t-elle dit, bien que ses yeux parcouraient déjà la salle, observant le centre commercial de banlieue avec un dédain à peine dissimulé. « Samuel m'a tellement parlé de vous. » C'était un mensonge. Je pouvais le voir à la façon dont elle a cligné des yeux quand j'ai mentionné la laverie. « Donc, vous possédez une laverie ?» La pause avant le mot était délibérée, comme si elle traduisait d'une langue étrangère. « Oui, depuis plus de 30 ans maintenant. » Cela a été une bénédiction. Cela m'a vraiment permis d'élever Samuel seul après le décès de son père. « Et le commerce de maman est en fait assez prospère », a interrompu Samuel, les joues rouges. Elle a plusieurs contrats commerciaux,
Elle fait tout le linge pour certains hôtels locaux et des maisons de retraite. C'était vrai, mais la façon dont il l'a dit, sur la défensive, presque comme une excuse, faisait paraître ma réussite comme quelque chose dont il fallait avoir honte. Nathalie a souri de son sourire étudié et a à peine touché son café pendant toute l'heure que nous avons passée là. Plus tard, sur le parking, Samuel m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir. « Elle est formidable, n'est-ce pas, maman? Elle a l'air gentille, ai-je réussi à dire. Sa famille est un peu différente de la nôtre, a-t-il dit prudemment. Son père est dans la banque, très prospère. Ils ont certaines attentes. Des attentes? Juste, tu sais, concernant l'image et tout ça. Mais ne t'inquiète pas, Nathalie n'est pas comme ça. Sauf qu'elle était exactement comme ça. Mais il y a eu un moment vers la fin de notre café où son téléphone a sonné, son père. D'après ce que je pouvais entendre, toute son attitude a changé. Les épaules tendues, la voix montant plus haut. « Oui, papa? »« Bien sûr, papa. »« Je comprends, papa. » Quand elle a raccroché, elle avait l'air presque fragile. « Désolée, » avait-elle murmuré. « Mes parents sont très impliqués. »« Cela doit être difficile, » avais-je dit doucement, reconnaissant le poids de la pression parentale, même si la mienne n'avait jamais été accompagnée d'argent. Pendant juste une seconde, son masque a glissé. « Vous n'avez pas idée. » C'est peut-être pour cela que j'ai essayé si fort avec elle au début. Je reconnaissais quelque chose en elle. Une personne façonnée par des forces, échappant à son contrôle. Je n'avais simplement pas réalisé qu'elle avait remodelé mon fils de la même façon. La fête de fiançailles aurait dû être mon premier véritable avertissement. Samuel avait appelé, excité à l'idée que les parents de Nathalie proposent de l'organiser dans leur club privé. « C'est merveilleux, mon chéri, » avais-je dit. « Qu'est-ce que je peux apporter? Ma salade de pommes de terre? Tout le monde adore toujours. En fait, maman, ils font appel à un traiteur. Professionnel, tu sais. Professionnel. Comme si ma cuisine, qu'il avait nourrie pendant 22 ans, n'était pas assez bonne. Mais voilà le truc, avait-il continué, sa voix prenant ce ton suppliant que je me rappelais de son adolescence. Ils s'attendent, en quelque sorte, à ce que nous contribuions financièrement. C'est normal, puisqu'ils organisent. Bien sûr. De combien as-tu besoin? Eh bien, le tout coûte environ 30 000 €, donc peut-être la moitié? 15 000 € pour une fête de fiançailles. J'ai senti ma poitrine se serrer, mais je me suis entendu dire oui. C'était le bonheur de Samuel après tout. Qu'était l'argent comparé à cela? La fête était tout ce que 15 000 € pouvaient acheter. Des sculptures de glace, un quatuor à cordes, de la nourriture que je ne pouvais pas prononcer. J'ai porté ma plus belle robe, celle que j'avais achetée pour les funérailles de Georges. Et je me suis quand même sentie comme si j'avais débarqué d'une autre planète. « Tout le monde, voici la mère de Samuel », disait Nathalie en me présentant, n'utilisant jamais mon prénom. Juste la mère de Samuel. Comme si j'étais un rôle plutôt qu'une personne. À mi-chemin de la fête, Samuel m'a prise à part. « Maman, est-ce que tu pourrais peut-être ne pas mentionner que tu as contribué? Les parents de Nathalie sont assez fiers d'organiser et ça pourrait les mettre mal à l'aise. » Les mettre mal à l'aise? Mon argent était assez bon pour être dépensé, mais pas assez bon pour être reconnu. Mais j'ai souri et hoché la tête, parce que c'est ce que font les mères. Nous sourions et hochons la tête, et prétendons que nos cœurs ne se brisent pas une demande après l'autre. Les dépenses du mariage ont commencé à s'accumuler après cela. 50 000 € pour l'acompte du lieu de réception. On te remboursera après le mariage, maman. Je te le promets. 25 000 € pour la robe de Nathalie. C'est exceptionnel. Tu sais, chaque fille rêve de sa robe de mariée. Janvier a apporté la wedding planner, 5 000 €. Mars, c'était le traiteur, 30 000 €. Mai, les fleurs et les décorations, 20 000 €. Chaque demande venait avec des promesses de remboursement, avec des assurances que c'était la dernière chose. Avec le sourire de plus en plus tendu de Samuel, j'ai regardé mon compte d'épargne, construit à partir de 30 ans de linge sale des autres, se vider. L'assurance vie de Georges, destinée à assurer ma retraite, hémorragiait dans les dépenses du mariage. Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? C'était mon fils, mon enfant unique, la personne autour de laquelle j'avais construit toute ma vie. Un soir, j'ai essayé de lui en parler. Il était passé chercher un autre chèque. Quelque chose à propos d'un éclairage amélioré que le lieu exigeait. « Samuel, mon chéri, je dois être honnête. Ça commence à dépasser ce que j'avais prévu. Je t'ai déjà donné presque 200 000 €. Son visage a traversé plusieurs expressions.
Surprise, culpabilité, quelque chose de plus dur. Tu te plains vraiment de payer pour le mariage de ton fils unique? Je ne me plains pas. Je veux juste... Tu sais combien les parents de Nathalie ont dépensé pour le mariage de sa sœur? 1 demi-million d'euros. 1 demi-million. Et me voilà à supplier ma mère pour des choses de base. Des choses de base? Un mariage à 200 000 euros était basique? Je t'ai donné tout ce que j'ai, Samuel. Pas tout? A-t-il dit doucement, regardant ma petite maison, les photos sur les murs, la vie que j'avais construite. L'assurance de papa valait plus que ça. C'est là que j'ai su qu'il avait compté mon argent dans sa tête, calculant ce qu'il pensait mériter. Mon fils s'était transformé en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un qui me voyait comme un compte en banque plutôt que comme une mère. Mais quand même, j'ai signé le chèque. Le schéma de manque de respect n'a pas été soudain. Il s'est insinué comme le brouillard, lent et subtil, jusqu'à ce que je sois complètement perdue dedans. Il y a eu ce dîner chez les parents de Nathalie, où j'ai été présentée comme la mère de Samuel, qui possède sa propre entreprise, omettant soigneusement quel type d'entreprise. Sa mère, Éléonore, m'avait regardé par-dessus son verre de vin, du vrai cristal, avais-je remarqué, et avait dit « Comme c'est pittoresque que vous travaillez encore à votre âge. » Je n'ai pas travaillé depuis la naissance de Nathalie. J'aime ça, avais-je répondu, ce qui était en partie vrai. J'aimais l'indépendance, le but que cela me donnait. Ce que je n'aimais pas, c'était la façon dont Éléonore disait travailler comme si c'était une maladie contagieuse. Ensuite, il y a eu l'incident à la baby shower de l'ami de Nathalie. Samuel avait été invité, apparemment les hommes étaient inclus dans leur baby shower de cercle social, mais mon invitation avait dû se perdre dans le courrier. Comme Nathalie l'a expliqué plus tard. Je ne l'ai découvert que quand j'ai appelé Samuel ce samedi-là et qu'il était clairement à une fête. « Oh, c'est juste un petit truc chez Brigitte », avait-il dit, de la musique et des rires en arrière-plan. « Tu ne connaîtrais vraiment personne là-bas. »« Je te connais, toi », avais-je fait remarquer. « Tu comprends, n'est-ce pas, maman? C'est plutôt un truc de jeune. » Un truc de jeune. J'étais en train d'être vieillie hors de la vie de mon fils, événement après événement. L'essayage de la robe a peut-être été la blessure la plus cruelle. J'avais supposé, stupidement, que je serais invitée quand Nathalie choisirait sa robe de mariée. C'est ce que font les mères, n'est-ce pas? S'asseoir sur ces petits canapés et pleurer quand leurs enfants trouvent la bonne robe. Mais Nathalie y est allée avec sa mère et ses sœurs un week-end où Samuel s'est opportunément souvenu que j'avais une grosse commande commerciale à remplir. « Tu es tellement occupée avec le travail, maman. On ne voulait pas te déranger. » J'ai vu les photos plus tard sur les réseaux sociaux. Des toasts au champagne, des larmes de joie, une célébration de famille. Juste pas ma famille. Chaque affront était assez petit pour être expliqué. Chaque excuse était assez raisonnable pour être acceptée. Mais ensemble, ils peignaient un tableau que j'avais eu trop peur de voir. J'étais systématiquement exclue de la vie de mon fils, tenue à distance comme une parente embarrassante qu'on ne peut pas tout à fait renier. La semaine avant le mariage, j'ai croisé Madame Chen à l'épicerie. Elle m'apportait son linge depuis 20 ans. Elle avait vu Samuel grandir. « Vous devez être tellement excitée », a-t-elle dit en me serrant le bras. « Votre garçon qui se marie. Vous serez la plus belle mère du marié. » J'ai souri et hoché la tête, sans mentionner que je n'avais pas été invitée au dîner de répétition. C'était réservé à la noce uniquement. Et apparemment, les parents du marié ne comptaient pas. Ce soir-là, je me suis assise dans ma cuisine, regardant les murs couverts de photos de Samuel. Premier jour d'école, remise des diplômes du lycée, jour de la lettre d'acceptation à l'université. Chaque étape, chaque moment important, j'avais été là au premier rang, applaudissant le plus fort. Quand étais-je devenue quelqu'un à cacher? Le matin du mariage était frais et clair, le genre de jour de juin qui vous fait croire au nouveau départ. À 5 heures du matin, j'étais assise à ma table de cuisine, regardant le soleil peindre le ciel en rose et or. La maison était silencieuse, ce genre de silence qui presse contre vos tympans, qui vous rend consciente de votre propre battement de cœur. Sur la table devant moi se trouvaient 3 choses. Mon chéquier, mon téléphone et une photo de Samuel à 5 ans, souriant avec ses dents de devant manquantes. Je fixais cette photo depuis 1 heure, essayant de réconcilier ce petit garçon joyeux avec l'homme qui avait honte de moi. Olivia avait planté la graine du doute 3 jours plus tôt. Ma petite fille, pas par le sang, mais par choix. La fille de Sarah, la cousine de Samuel, était passée à l'improviste. À 16 ans,
Elle avait ce genre de clarté qui vient avant que la vie ne vous apprenne à trouver des excuses aux gens que vous aimez. Elle avait vu les factures du mariage éparpillées sur ma table basse, ses yeux s'écarquillant devant les chiffres. « Tante Françoise, tu as tout payé ?» J'ai essayé de balayer cela d'un geste. C'est ce que fait la famille. « Est-ce que Samuel sait combien ça te coûte ?» Bien sûr qu'il sait. Mais Olivia m'avait lancé un regard trop sage pour son âge. Je veux dire, est-ce qu'il sait vraiment? J'étais restée silencieuse, ce qui était une réponse suffisante. La semaine dernière, avait-elle dit doucement. J'étais à leur appartement pour déposer quelque chose pour maman. Samuel et Nathalie étaient dans la cuisine, et ils ne savaient pas que j'étais là. Nathalie a dit... Elle s'était arrêtée, se mordant la lèvre. Qu'est-ce qu'elle a dit, ma chérie? Elle a dit qu'une fois mariée, il n'aurait plus besoin de te gérer autant, que l'argent du mariage serait la dernière grosse demande. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Me gérer, comme si j'étais un problème à résoudre, un fardeau à minimiser. Olivia m'avait alors serrée dans ses bras, féroce et protectrice. Tu mérites tellement mieux, tante Françoise. Pourquoi tu les laisses te traiter comme ça? Pourquoi, en effet? Maintenant, à ma table de cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et consulté mes relevés bancaires. Les chiffres étaient brutaux en noir et blanc. Lieu de réception et acompte, 50 000 €. Robe et retouche de Nathalie, 25 000 €. Traiteur pour 300 invités, 30 000 €. Fleurs et décorations, 20 000 €. Wedding planner, 5 000 €. Orchestre et animation, 15 000 €. Photographie et vidéo, 12 000 €. Dépenses diverses, 38 000 €. Total, 195 000 €. Mais ce n'était pas tout. Au cours des 3 dernières années, il y avait eu des prêts qui n'avaient jamais été remboursés, 47 000 €. Des vacances que j'avais aidé à financer avec des promesses de la prochaine fois on t'emmènera, 23 000 €. La fête de fiançailles, les cadeaux de shower, les petits extras qui s'additionnaient pour encore 30 000 €. Près de 300 000 €. Voilà ce que mon amour m'avait coûté. Mon téléphone a vibré. Un message de Samuel. Grand jour. Merci pour tout, maman. On se voit à l'église. N'oublie pas, cérémonie seulement. Cérémonie seulement. Comme si j'étais une vague connaissance qui risquait de s'attarder trop longtemps. J'ai fermé mon ordinateur portable et pris mon téléphone. Mes mains étaient stables quand j'ai composé le numéro du service téléphonique de la banque. Quand le conseiller a répondu, ma voix était claire et ferme. Je dois faire opposition sur un chèque immédiatement. Pouvez-vous me donner le numéro du chèque et le montant? Chèque numéro 4, 1521. 200 000 €. C'est un montant significatif, Madame Moreau. Puis-je vous demander la raison de cette opposition? Les services pour lesquels ce chèque était destiné ne seront plus nécessaires. Il a fallu 15 minutes pour compléter le processus. 15 minutes pour défaire ce que 3 ans de manipulation avaient construit. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. La colonne vertébrale que j'avais en quelque sorte égarée dans mon désespoir de garder l'amour de mon fils. Mais je n'avais pas fini. J'ai appelé mon amie avocate, Patricia Duval, à ne pas confondre avec la mère de Nathalie. Patricia avait géré la succession de Georges et était devenue une amie au fil des ans. Patricia, j'ai besoin de créer un fonds fiduciaire pour l'éducation aujourd'hui. Il est 6 heures du matin, Françoise. Je sais. Tu peux m'aider? Elle a entendu quelque chose dans ma voix. Je te retrouve à mon cabinet dans 1 heure. À cette heure, j'avais transféré l'argent restant de ce qui aurait été le paiement du mariage dans un fonds fiduciaire irrévocable pour l'éducation d'Olivia. Elle était la seule dans la famille qui m'avait montré de l'amour et du respect sincère. Elle méritait cet investissement. J'étais de retour chez moi, appliquant soigneusement mon maquillage, quand mon téléphone a explosé d'appels. 7h15. La sonnerie de Samuel hurlant à travers ma chambre. Je l'ai laissé sonner. 7h16. Un autre appel. 7h17. Encore un autre? Finalement, j'ai répondu. Maman, sa voix était pure panique. Le lieu de réception a appelé. Le chèque a été refusé. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait opposition, ai-je dit calmement, attachant mon collier de perles. Celui que Georges m'avait offert pour notre 20e anniversaire de mariage. Qu'est-ce que tu veux dire par opposition? Le mariage est dans 3 heures. Oui, je suis au courant. Tu ruines mon mariage. Les mots sont sortis comme un cri, si différent du professionnel composé qu'il prétendait être. En arrière-plan, je pouvais entendre la voix stridente de Nathalie. Je t'avais dit qu'elle ferait quelque chose comme ça. Je t'avais dit qu'elle était jalouse. Jalouse de quoi?
De perdre les économies de toute ma vie? De me faire cacher comme un secret honteux? Si tu ne répares pas ça tout de suite, a continué Samuel, sa voix descendant vers quelque chose de froid et menaçant, tu n'es plus la bienvenue au mariage. Tu m'entends? Tu ne seras pas la bienvenue. Alors je suppose que je ne suis pas la bienvenue? Ai-je dit doucement. Le silence s'est étiré entre nous, rempli d'années de vérités non dites. Pour la première fois de sa vie, Samuel n'avait pas de mots. Sa mère avait finalement dit non. J'ai raccroché la première. Le parking de l'église se remplissait déjà quand je suis arrivée. Je suis restée assise dans ma voiture un moment, regardant les invités en grande tenue affluer vers l'entrée. Le soleil du matin se reflétait sur les bijoux et la soie, sur les attentes et les suppositions concernant ce que serait cette journée. Mon téléphone affichait 47 appels, manqués de Samuel, 12 de Nathalie et plusieurs de numéros que je ne reconnaissais pas. Probablement le lieu de réception, le traiteur. Tous les prestataires sur le point de découvrir que leur paiement s'était évaporé comme la brume du matin. J'ai marché vers l'église la tête haute, ma robe bleu marine appropriée mais pas apologétique. J'avais gagné le droit d'être ici, payé de façon qui allait bien au-delà de l'argent. Samuel m'a intercepté à la porte, son visage tordu de rage. Il avait l'air beau dans son smoking. Mon petit garçon tout grandi et rempli de haine. Comment oses-tu m'embarrasser comme ça? T'embarrasser? J'ai gardé ma voix égale, consciente des invités qui arrivaient et essayais de ne pas fixer. Tu as eu honte de moi pendant des années, Samuel. Ce n'est pas... Il s'est arrêté quand Nathalie est apparue, une vision en dentelle blanche et furie. C'est ce que font les gens pauvres, a-t-elle sifflé, son calme soigné se fissurant. Ils ruinent tout pour les autres parce qu'ils sont jaloux. Pauvres? J'ai presque ri. J'ai payé l'intégralité de votre mariage, Nathalie. Chaque centime. Le masque de Samuel a finalement complètement glissé. Tu crois que je ne sais pas que tu es pleine aux as grâce à l'assurance de papa? Tu es assise sur cet argent pendant que j'ai dû supplier pour chaque petite chose. Voilà, la vérité. Nue et laide dans la lumière du matin. Tu n'as jamais eu l'intention de me rembourser, n'est-ce pas? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. C'est de l'argent de famille. Il a même tapé du pied, comme l'enfant qu'il n'avait apparemment jamais cessé d'être. J'y ai droit. Je suis ton fils. Oui, ai-je acquiescé tristement. Tu es mon fils. C'est pourquoi je t'ai donné tout ce que j'avais. Mais ce n'était jamais assez, n'est-ce pas? Les gens regardaient vraiment maintenant. Des invités du mariage assistant à plus de drames qu'ils n'en avaient espéré. Quelqu'un, probablement une des amies de la haute société de Nathalie, avait sorti son téléphone et filmait. Si tu m'aimais, tu voudrais mon bonheur, a essayé Samuel, changeant de tactique pour la manipulation. Je veux ton bonheur. Mais pas au prix de ma dignité. Nathalie me rend heureux et tu détruis ça. Non, Samuel. Tu l'as détruit au moment où tu as décidé que je n'étais pas assez bien pour célébrer avec toi. Au moment où tu as décidé que mon argent était acceptable, mais pas ma présence. Une vraie mère soutiendrait son fils inconditionnellement. Les mots sont restés suspendus entre nous, tranchants comme du verre. Une vraie mère. Comme si les 42 ans que j'avais passés à l'aimer, à me sacrifier pour lui, à construire ma vie autour de lui, ne signifiait rien. Un vrai fils, ai-je dit doucement, n'aurait pas honte de sa mère. Nathalie s'est avancée, son bouquet tremblant dans ses mains manucurées. Pensez à nos futurs enfants, vos petits-enfants. Voulez-vous qu'ils sachent que leur grand-mère a ruiné notre mariage? La manipulation était si transparente qu'elle en était presque pitoyable. Qu'est-ce que vous leur direz de cette journée, Nathalie? Que mamie a refusé d'être votre distributeur automatique? Qu'elle s'est finalement défendue? Pendant un moment, le visage de Samuel s'est effondré et j'ai vu un éclair du petit garçon qu'il avait été. Maman, s'il te plaît. Je suis ton fils unique. Je voulais juste... Je voulais m'intégrer au monde de Nathalie. J'avais honte d'où je venais. L'honnêteté était brutale, mais elle venait aussi trop tard. Alors tu avais honte de moi. Et c'est quelque chose que je ne peux pas réparer avec un chèque. Qu'est-ce que je dirai à nos enfants de cette journée? A-t-il demandé désespérément. J'espère que tu leur diras que les actes ont des conséquences. Que l'amour ne se mesure pas en euros. Que le respect n'est pas négociable. Faites-la sortir d'ici! A crié Nathalie à quelqu'un derrière moi. Appelez la sécurité! Ce ne sera pas nécessaire, ai-je dit. Je m'en vais. Mais Samuel m'a attrapé le bras. Tu répares ça maintenant ou tu ne verras jamais tes petits-enfants.
Tu mourras seul dans cette laverie pathétique. La menace était censée me briser. Au lieu de cela, elle m'a libérée. Si c'est le genre de père que tu seras, utilisant les enfants comme des armes, alors c'est peut-être mieux ainsi. La sécurité est arrivée alors. 2 jeunes hommes qui avaient l'air mal à l'aise de devoir expulser une femme de 68 ans d'une église. Mais je leur ai épargné cette peine, sortant avec la même dignité avec laquelle j'étais entrée. Sur le parking, j'ai entendu la voix d'Éléonore Villefranche portée dans l'air du matin. Dieu merci, les ordures se sont évacuées toutes seules. Les ordures. 30 ans à laver le linge sale des autres, et j'étais des ordures. Mais au moins, j'étais des ordures libres. Je suis restée longtemps assise dans ma voiture, regardant le chaos se dérouler. Les invités du mariage erraient avec incertitude. La coordinatrice du mariage courait dans tous les sens, son téléphone collé à l'oreille. À travers les fenêtres de l'église, je pouvais voir Nathalie gesticuler sauvagement. Son jour de conte de fées s'effondrant autour d'elle. J'avais fait ça. La tranquille et accommodante Françoise Moreau avait finalement dit non. Et leur château de cartes s'était écroulé. Mon téléphone a sonné. Sarah, la cousine de Samuel. Tante Françoise, Olivia m'a raconté ce qui s'est passé. Tu vas bien? J'irai bien, ai-je dit. Et pour la première fois depuis des années, je le pensais vraiment. Pour ce que ça vaut, maman a toujours dit que tu le gâtais trop. Je suis désolée de ne pas avoir dit quelque chose plus tôt. On fait tous ce qu'on pense être le mieux sur le moment. Olivia est avec moi. Elle veut venir te voir plus tard, si ça te convient. Ce serait adorable. Alors que je m'éloignais de l'église en voiture, laissant derrière moi les décombres des attentes et du sentiment d'être en droit, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. La légèreté qui vient quand on dépose un fardeau qu'on n'aurait jamais dû porter. La maison semblait différente quand je suis rentrée. Pas vide, libérée. J'ai traversé les pièces qui avaient été témoins de 40 ans de vie, d'amour, de sacrifice. Et pour la première fois, je les ai vues comme miennes seules. Je me suis préparé du thé et me suis assise dans le salon, entourée de photographies. Il y avait Samuel à chaque âge, souriant, riant, ayant besoin de moi. Quand ce besoin était-il devenu toxique? Quand l'amour était-il devenu un levier? La sonnette a retenti alors que le soleil se couchait. Olivia se tenait sur mon perron avec des sacs de course et une expression déterminée. « J'ai apporté le dîner », a-t-elle annoncé. « Et du chocolat. Et des mouchoirs au cas où tu en aurais besoin. »« Je ne pense pas que j'en aurais besoin, » ai-je dit, surprise de découvrir que c'était vrai. Nous avons cuisiné ensemble, Olivia bavardant sur l'école et ses amis, évitant soigneusement de mentionner le désastre de la journée. Mais finalement, alors que nous nous asseyions pour manger, elle a demandé « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?»« Je ne sais pas, » ai-je admis. Je n'ai jamais été autre chose que la mère de Samuel d'abord, et tout le reste ensuite. Peut-être qu'il est temps d'être Françoise d'abord. De la bouche des enfants, a-t-elle souri. Parle-moi du fonds fiduciaire. Maman a mentionné que tu avais fait quelque chose. J'ai mis de l'argent de côté pour tes études. C'est à toi. Sans condition. J'ai fait une pause. Enfin, une condition. Tu dois vraiment aller à l'université. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tante Françoise, tu n'étais pas obligée. Si, je l'étais. Tu es la seule qui m'a vue comme une personne, pas comme un compte en banque. Ça mérite d'être reconnu. Nous avons parlé tard dans la soirée. Je lui ai raconté les rêves que j'avais mis de côté. Voyager en Italie, prendre des cours d'art, lire tous les livres que j'avais achetés mais que je n'avais jamais eu le temps d'ouvrir. Elle m'a parlé de ses projets. Médecine, suivre le rêve que j'avais abandonné. Tu pourrais encore suivre des cours, a-t-elle suggéré. L'université propose de très bons programmes. À mon âge? Surtout à ton âge. Qu'est-ce que tu vas faire sinon? Rester assise à attendre que Samuel s'excuse? Nous savions toutes les deux que ce serait une longue attente. Après son départ, je me suis assise avec mon ordinateur portable, regardant mes finances avec des yeux nouveaux. Sans la ponction constante des besoins et des envies de Samuel, j'avais plus qu'assez. La maison était payée. Le commerce, bien que modeste, fournissait un revenu régulier. Je pouvais le vendre, prendre ma retraite correctement, peut-être même voyager. Pour la première fois en 4 décennies, je pouvais planifier juste pour moi. Le lendemain matin a apporté une lettre recommandée. Samuel et Nathalie, par l'intermédiaire d'un avocat, exigeaient que j'honore mon engagement pour les dépenses de leur mariage. Le langage était agressif, menaçant, désespéré. J'ai appelé Patricia Duval. « Est-ce qu'ils peuvent m'obliger à payer? Tu as signé quelque chose? Des contrats? » « Non,
juste des promesses verbales. Alors, ils n'ont aucune base légale. De plus, essayer d'extorquer de l'argent à un parent âgé pourrait être considéré comme de l'abus financier envers les personnes âgées. Je peux envoyer une mise en demeure si tu veux. S'il te plaît, fais-le. Les semaines qui ont suivi ont été une révélation. Je me suis inscrite à un cours de peinture au centre culturel. Terrible au début, mais la joie n'est pas toujours une question d'être doué. J'ai déjeuné avec des amis que j'avais négligés, fait de longues promenades, lu des livres en plein milieu de la journée. La laverie tournait pratiquement toute seule. J'avais de bons employés qui étaient contents de me voir prendre du temps libre. « Il était temps », a dit Maria, ma gérante. « Tu as travaillé trop dur pendant trop longtemps. » J'ai appris la suite du mariage par Sarah. Les parents de Nathalie avaient payé pour sauver les apparences, furieux mais piégés par leur propre fierté. Le mariage avait eu lieu, mais le conte de fées était terni. Samuel avait dit à tout le monde que j'avais eu une dépression nerveuse. Peut-être de la démence, qu'on ne pouvait définitivement pas me faire confiance avec de l'argent. Qu'il raconte, ai-je dit à Sarah. Tous ceux qui comptent connaissent la vérité. 3 mois plus tard, j'ai pris une décision qui a surpris tout le monde, y compris moi-même. J'ai mis la maison en vente. 4 chambres pour une seule personne, ça n'avait pas de sens. Et les souvenirs, bien que précieux, étaient aussi lourds. « Où vas-tu aller ?» a demandé Olivia en m'aidant à faire des cartons. Je regarde des appartements près du fleuve. Plus petits, plus faciles à gérer, à distance de marche des commerces et des restaurants. « Et du cours de peinture », a-t-elle ajouté avec un sourire. La maison s'est vendue rapidement à une jeune famille. En les regardant traverser les pièces où Samuel avait fait ses premiers pas, je n'ai pas ressenti de tristesse, mais de l'accomplissement. Cette maison avait rempli son rôle. Il était temps qu'elle abrite les rêves d'une autre famille. J'ai donné les affaires d'enfance de Samuel à une association caritative, ne gardant que quelques objets précieux. Qu'une autre mère chérisse ses jouets, ses livres, ses vestiges d'innocence. L'appartement était parfait. 2 chambres, cuisine moderne, un balcon donnant sur le Rhône. J'ai accroché mes peintures d'amateurs sur les murs, rempli les pièces de couleurs et de lumière et de possibilités. C'est là que j'étais, 6 mois après le mariage, quand la sonnette a retenti. Samuel se tenait dans mon entrée, l'air pluvieux, fatigué. Derrière lui, Nathalie tenait un bébé. « Maman !» a-t-il dit, et sa voix était plus petite que je ne l'avais jamais entendue. « On peut entrer ?» J'aurais pu dire non. Une partie de moi le voulait, mais je me suis écartée, les laissant entrer dans ce nouvel espace qui n'avait jamais connu leur déception. « C'est joli ici », a dit Samuel, regardant autour de lui maladroitement. « Merci. » Nathalie a déplacé le bébé, ses vêtements de créateur froissés, ses cheveux parfaits montrant des racines. La réalité, semblait-il, avait été moins clémente que les attentes. « Voici Georges », a dit Samuel. « Comme papa. » Le bébé était magnifique, tout en joues roses et yeux curieux, mon petit-fils portant le nom de mon mari. La manipulation était évidente, mais efficace. J'ai senti mon cœur se tordre. « Il est adorable », ai-je dit, sincèrement, sans tendre les bras pour le prendre, bien que mes bras me fassent mal de le tenir. « Maman, il faut qu'on parle », a commencé Samuel. « Non », ai-je dit doucement, « ce n'est pas nécessaire. Tu as fait ton choix, Samuel. Tu as choisi la honte plutôt que l'amour, l'argent plutôt que la relation. J'ai fait ma paix avec ça. »« Je me suis trompé », a-t-il dit rapidement. « Je le vois maintenant. Être parent, ça te change. »« Ah bon ? Parce qu'être ton parent m'a changé, mais apparemment pas de façon que tu valorisais. » Nathalie a parlé pour la première fois. « Nous avons des difficultés. Mes parents nous ont coupé les vivres après le fiasco du mariage. Le travail de Samuel n'est pas ce qu'on pensait. Nous avons besoin de... argent, ai-je terminé. Et vous pensiez qu'amener le bébé m'attendrirait? » Le silence a tout confirmé. « Samuel, laisse-moi te dire ce que j'ai appris ces 6 derniers mois, » ai-je dit, m'asseyant dans mon nouveau fauteuil confortable, celui que j'avais acheté juste pour moi. L'amour n'est pas un compte en banque. Ce n'est pas des retraits illimités sans aucun dépôt. Ce n'est pas utiliser un enfant comme monnaie émotionnelle. On ne fait pas... a commencé Samuel. Vous avez donné son prénom à son père pour me manipuler. Vous l'avez amené ici en espérant que je m'effondre. C'est exactement ce que vous faites. Le bébé s'est agité, et Nathalie l'a bercé maladroitement. Elle avait probablement prévu des nounous, de l'aide que l'argent aurait payée. Je ne suis plus la même femme que vous avez chassée de votre mariage. Ai-je continué? Cette femme est morte ce jour-là, Samuel.
Celle qui existe maintenant a des limites, du respect de soi. Une vie qui ne tourne pas autour de tes besoins. Donc tu ne nous aideras pas. Sa voix était amère. La vieille arrogance refaisait surface. Je t'aimerai à distance, avec des limites. Mais de l'aide? Non. Vous êtes des adultes? Débrouillez-vous comme ton père et moi l'avons fait. Comme des millions de parents le font sans argent familial pour les protéger. Tu vas laisser ton petit-fils souffrir à cause de la fierté? Je vais laisser ses parents apprendre ce que les épreuves enseignent. La résilience, l'humilité, la vraie valeur de l'argent gagné plutôt que donné. Ils sont partis peu après. Le visage de Samuel dur de colère. Celui de Nathalie pincé de désespoir. Le bébé, le doux Georges, a gazouillé alors qu'il s'éloignait. Et je me suis accordé un moment de chagrin pour la grand-mère que j'aurais pu être dans une autre histoire. Mais c'était mon histoire maintenant. Et j'en étais finalement l'auteur. Ce soir-là, Olivia a appelé. J'ai entendu ce qui s'est passé. Tu vas bien? Tu sais quoi? Vraiment bien. Pas de regrets? J'y ai réfléchi. Les regrets sont pour les gens qui avaient des choix. J'ai fait ce que je pensais être juste pendant 42 ans. Maintenant, je fais ce que je sais être juste. Je t'aime, tante Françoise. Je t'aime aussi, ma chérie. Comment va le programme de médecine? Nous avons parlé pendant 1 heure de ses cours, de ses rêves, de ses défis. Voilà ce que la famille devrait être. Un soutien mutuel, un intérêt sincère, de l'amour sans étiquette de prix. 1 an plus tard, je préparais mes valises pour mon premier voyage en Italie. 69 ans et je voyais enfin Venise, Rome, Florence. Tous les endroits dont j'avais rêvé en triant le linge des autres. Mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu, mais j'ai immédiatement reconnu la voix. Madame Moreau, c'est Éléonore Villefranche, la mère de Nathalie, la femme qui m'avait traité d'ordure. Que puis-je faire pour vous, Éléonore? Ma voix était fraîche, mais polie. Je vous dois des excuses et peut-être une explication. Je suis restée silencieuse, la laissant remplir l'espace. Nathalie et Samuel divorcent. C'est moche. Elle dit des choses sur lui, sur vous. Je commence à comprendre. Nous avons peut-être mal jugé la situation. Peut-être, nous l'avons fait, a-t-elle admis doucement. J'ai poussé Nathalie à faire un beau mariage, à épouser quelqu'un de bien placé. Je n'ai pas réalisé que je lui avais appris à voir les gens comme des opportunités plutôt que comme des partenaires. J'ai pensé à ce moment au café, quand le masque de Nathalie avait glissé. Votre fille était sous beaucoup de pression. Oui. Joseph et moi, nous avions des attentes. Nathalie devait être notre réussite. On l'a poussée à trouver le bon mari, les bonnes relations. On n'a pas réalisé qu'elle pousserait Samuel à vous rejeter. Je pense que Samuel a fait ses propres choix. Peut-être. Mais il y a quelque chose que vous devriez savoir. L'argent qu'ils vous ont pris, ce n'était pas uniquement pour le mariage. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ils allaient utiliser une partie pour verser un acompte sur une maison dans notre quartier. Pour être plus proche de nous, pour s'intégrer à notre monde. J'ai fermé les yeux, absorbant cette nouvelle trahison. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce que j'ai perdu ma fille, a dit Éléonore, la voix cassée. Elle ne veut plus me parler. Elle dit que j'ai ruiné sa vie avec mes attentes. Et en voyant ce qui s'est passé entre vous et Samuel, je ne veux pas mourir avec cette rupture entre nous. C'était étrange d'entendre cette femme fière, cette femme qui m'avait regardée de haut, du sommet de ses privilèges, chercher maintenant une connexion, peut-être même l'absolution. J'espère que vous trouverez la paix avec Nathalie, ai-je dit finalement. Les ruptures familiales sont douloureuses pour tout le monde. Oui. Eh bien, je voulais aussi vous prévenir. Samuel pourrait vous contacter. Il a parlé de contester votre testament, de l'argent que vous lui devez. Qu'il essaye. Mon avocate est excellente. Oui. Eh bien, je voulais aussi dire que ce que vous avez fait a demandé du courage. Quitter votre propre enfant. Je n'ai pas quitté mon enfant, Éléonore. Je me suis éloignée de l'étranger qu'il était devenu. Et peut-être que si plus de parents faisaient ça, nous élèverions de meilleurs adultes. Elle a raccroché sans dire au revoir, mais elle en avait assez dit. L'Italie était tout ce dont j'avais rêvé, et plus encore. Je me suis tenue dans la chapelle Sixtine, le cou tendu pour voir le chef-d'œuvre de Michel-Ange, et j'ai pleuré devant sa beauté. Toutes ces années à fixer des plafonds en pliant des draps, et je n'avais jamais imaginé que quelque chose puisse être aussi magnifique. J'ai appris à commander un café en italien, à naviguer dans les ruelles étroites, à être seule sans être solitaire. J'ai envoyé des cartes postales à Olivia, à Sarah,
aux quelques amis qui m'étaient restés fidèles. Pas à Samuel. Cette porte restait fermée. Mon dernier soir à Rome, j'étais assise à la terrasse d'un petit café, regardant le coucher de soleil sur les pierres anciennes. Le serveur, remarquant que j'étais seule, m'a demandé si j'attendais quelqu'un. « Non », ai-je dit dans mon italien approximatif. « Seul. Juste moi. » Il a souri. « Alors, vous devez avoir la meilleure table. » Et il m'a déplacée vers un endroit surplombant la piazza, où je pouvais regarder la vie se dérouler dans toute sa beauté désordonnée. J'ai pensé à Samuel alors, me demandant s'il pensait jamais à moi. Regrettait-il ce matin à l'église? Parlait-il à son fils, mon petit-fils, de la grand-mère qu'il avait trop aimée, et puis plus du tout? Cela n'avait pas d'importance. J'avais passé 42 ans à vivre pour le bonheur de quelqu'un d'autre. Le reste de mes années, quel qu'en soit le nombre, m'appartenait. Quand je suis rentrée chez moi, une lettre m'attendait. L'écriture de Samuel. Pas d'adresse de retour? Maman, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne me pardonne pas moi-même. Nathalie est partie. Elle a emmené Georges. Je vois maintenant ce que j'ai jeté. Si jamais tu veux parler, je suis là. Ton fils, Samuel. J'ai tenu la lettre longtemps, sentant son poids. Puis, je l'ai rangée avec tous les autres artefacts d'une vie que je ne vivais plus. Peut-être qu'un jour j'y répondrai. Peut-être que le pardon viendrait avec plus de temps, plus de guérison. Ou peut-être que certains ponts, une fois brûlés, éclairent le chemin vers de meilleurs endroits. Ce soir-là, je me suis inscrite à un cours de poterie, 69 ans, et découvrant encore ce que ses mains pouvaient créer quand elles ne servaient pas les autres. La laverie s'est vendue l'année suivante à un jeune couple qui me rappelait Georges et moi, plein de rêves et de détermination. J'ai gardé un petit pourcentage, assez pour des revenus, mais je leur ai laissé les rênes. Maria est restée comme gérante, et je suis devenue la propriétaire retraitée qui passait occasionnellement avec des gâteaux et des conseils non sollicités. « Tu as l'air heureuse », m'a dit Maria un après-midi, plus légère. « Je le suis, ai-je dit, sincèrement. Olivia a été diplômée de médecine avec les honneurs. J'étais assise dans l'amphithéâtre, les larmes coulant sur mes joues quand elle a traversé la scène. Elle m'a dédié sa thèse, à ma grand-mère, qui m'a appris que le sacrifice sans respect de soi n'est qu'un suicide lent. Après, au dîner, elle m'a montré sa lettre d'acceptation en école de médecine. « Je vais devenir médecin, tante Françoise, comme tu aurais dû l'être. »« Non, » ai-je corrigé doucement. « Tu vas devenir médecin comme tu dois l'être. Tes rêves, pas les miens. Quand même, tu m'as inspirée. » Alors, quelque chose de bien est sorti de tout ça. J'étais à mon cours de poterie quand une femme que je ne reconnaissais pas est entrée dans l'atelier. Elle avait environ 30 ans, élégante d'une façon qui me rappelait Nathalie, mais plus douce en quelque sorte, moins calculatrice. « Madame Moreau ?» a-t-elle demandé en s'approchant de mon tour. « Oui, je suis Mélanie Martin. Je suis thérapeute familiale. Votre fils Samuel me consulte depuis quelques mois. » Mes mains se sont immobilisées sur l'argile. « Je vois. Il m'a demandé de vous donner ceci. » Elle tenait une enveloppe. « Il voulait vous écrire à nouveau, mais il avait peur que vous ne lisiez pas sa lettre. Donc il a envoyé une étrangère me surprendre à mon cours de poterie. » Elle a souri. « Il m'avait dit que vous diriez ça. Il m'a aussi dit de vous dire qu'il ne demande pas d'argent. Il veut juste que vous sachiez qu'il travaille sur lui-même. » J'ai pris l'enveloppe avec mes doigts couverts d'argile, laissant des traces sur le papier blanc. « Merci de l'avoir apporté, mais j'espère que vous avez aussi dit à Samuel que le pardon ne peut pas être précipité ni exigé. »« C'est exactement ce sur quoi nous travaillons, » a-t-elle dit. La lettre explique plus en détail, mais je voulais vous rencontrer. Samuel parle beaucoup de vous, j'en suis sûre. Pas de la façon dont vous pensez. Il parle de la mère qui s'est usée les mains jusqu'au sang pour qu'il ait des opportunités. La mère qui l'a trahi. Je ne savais pas quoi répondre à cela. Lisez-la quand vous serez prête, a-t-elle dit doucement. Pas de pression, pas de délai. Après son départ, j'ai mis la lettre de côté et suis retournée à mon argile. Le bol que je fabriquais s'est effondré sous mes mains tremblantes. Mais ce n'était pas grave. L'argile peut être remodelée. Certaines choses ne le peuvent pas. Je n'ai pas ouvert la lettre pendant 1 semaine. Quand je l'ai finalement fait, assise sur mon balcon avec un verre de vin, les mots de Samuel se sont déversés comme une confession. « Maman, je t'écris depuis mon nouvel appartement. Il est petit, une chambre, rien à voir avec la maison que Nathalie et moi avions prévu d'acheter avec ton argent. Je vois maintenant à quel point c'était présomptueux de ma part, à quel point c'était cruel. Je suis en thérapie depuis 6 mois.
Le docteur Martin m'aide à comprendre comment je suis devenue quelqu'un qui pouvait traiter sa propre mère comme je t'ai traité. Nous avons parlé de narcissisme, de sentiment d'être en droit, de la facilité avec laquelle on justifie la cruauté quand on se convainc qu'on mérite plus que ce qu'on a. Est-ce que tu savais que quand j'étais petit, je me vantais de toi auprès de mes amis? Ma mère possède une entreprise, je disais. J'étais tellement fière. Quand cette fierté s'est-elle transformée en honte? Quand ai-je commencé à mesurer ta valeur, ma valeur, aux standards de gens comme les Villefranche? J'ai tout perdu après le mariage. Nathalie est partie 3 mois plus tard. Elle ne supportait pas de vivre avec moi quand ses parents nous ont coupé les vivres. Elle a emmené Georges en Bretagne vivre avec sa sœur. Je le vois 2 fois par an. J'ai aussi perdu mon travail. Il s'avère que le père de Nathalie avait plus d'influence dans l'entreprise que je ne le pensais. Je travaille dans une plus petite agence maintenant. Moins d'argent, plus d'heures. Pour la première fois de ma vie, je subviens vraiment à mes propres besoins. Je ne te dis pas cela pour avoir de la compassion. Je te le dis parce que tu avais raison à propos des épreuves qui enseignent la résilience. Je grandis enfin, à 35 ans. Mieux vaut tard que jamais, je suppose. Je veux que tu saches que je pense à ce matin à l'église tous les jours. Je me vois à travers tes yeux. Cet étranger arrogant et cruel portant le visage de ton fils. Je déteste cette personne. J'essaie de ne plus être lui. Georges demande parfois de tes nouvelles. Il a 3 ans maintenant. Il parle en phrases complètes. « Où est mamie ?» a-t-il demandé la dernière fois que je l'avais. Je ne savais pas quoi dire. Je lui ai dit la vérité, qu'il y a eu une période où nous étions séparés, où j'avais fait de mauvais choix qui t'avaient profondément blessé. Il y a réfléchi très sérieusement, puis il a dit « Mais tu as dit pardon et tu le pensais vraiment, hein ?» Quand j'ai dit oui, il a hoché la tête comme si ça réglait tout. « C'est ce que tu me dis. Dis pardon, pense-le vraiment, et fais mieux la prochaine fois. » De la bouche des enfants, pas vrai? Je continue à m'excuser, maman. Je continue à essayer de faire mieux. Merci de me donner cette chance. Avec amour et regret, Samuel. J'ai placé la photo sur ma cheminée, à côté de la photo de Samuel à 5 ans, avec son sourire édenté. L'avant et l'après de notre histoire, avec toutes les parties compliquées du milieu gardées dans nos cœurs, plutôt qu'exposées au monde. Georges a passé le week-end dernier avec moi, pendant que Samuel assistait à une conférence. Nous avons fait des gâteaux, peint des tableaux, construit un fort dans le salon. Des choses de grand-mère ordinaire qui avaient autrefois semblé impossibles. Alors que je le bordais dans la chambre d'amis qui était progressivement devenue sa chambre, il m'a posé une question. « Mamie Françoise, tu as toujours été une artiste? » « Non, mon cœur. Pendant longtemps, j'étais juste une dame de la laverie. Je nettoyais les vêtements des autres pour que ton papa puisse avoir de belles choses. » Il a réfléchi à cela. C'était un bon travail? C'était un travail honnête. Ça m'a permis de m'occuper de ton papa quand il était petit. Mais tu préfères être artiste? Oui, mais je ne pouvais pas être artiste à l'époque. Parfois, on doit attendre le bon moment dans notre vie pour devenir qui on est censé être. Il a hoché la tête, acceptant cela avec la sagesse simple d'un enfant. Je suis content que tu sois artiste maintenant. Tes peintures me rendent heureux. Toi aussi, tu me rends heureuse, Georges. Après qu'il se soit endormi, je me suis assise sur mon balcon, à regarder les lumières se refléter sur le fleuve. 75 ans, et découvrant encore la joie dans des endroits inattendus. Apprenant toujours que la capacité du cœur à aimer n'est pas diminuée par la douleur, mais élargie par le pardon. Le genre qui vient avec des limites et du respect. Pas le genre qui invite à d'autres blessures. Ce matin, je me suis réveillée tôt et j'ai préparé du café, l'emportant sur le balcon pour regarder le lever du soleil. Le ciel à l'est était peint de nuances de rose et d'or. L'eau en contrebas reflétant la lumière en motifs scintillants. Mon téléphone a vibré avec un message d'Olivia. « Coucou, mamie Françoise. Je vérifie juste qu'on est toujours d'accord pour dîner vendredi. J'ai une grande nouvelle à partager. » J'ai souri, soupçonnant quelle pourrait être cette nouvelle. Olivia sortait avec un confrère médecin depuis presque 2 ans maintenant. Peut-être y avait-il des fiançailles à annoncer. « Absolument. J'ai hâte d'entendre ta nouvelle. Je t'aime. » En posant mon téléphone, j'ai pensé à la tapisserie de ma vie, les fils de sacrifice et de service qui avaient dominé pendant si longtemps, la période sombre de trahison et de blessures, et maintenant ces fils plus récents de joie et de créativité, de relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation.
Je ne suis plus la même femme qui se tenait sur ce parking d'église il y a 5 ans, s'entendant appeler ordure. Cette femme commençait juste à trouver sa voie, à affirmer sa dignité. La femme que je suis maintenant est pleinement elle-même. Artiste, grand-mère, amie, mentor, plus définie uniquement par ce qu'elle donne aux autres, mais par qui elle est en son cœur. Si je pouvais retourner parler à mon moi plus jeune, cette femme de 26 ans qui a abandonné l'école d'infirmière, qui a commencé à prendre du linge pour subvenir aux besoins de son enfant, que lui dirais-je? Que les sacrifices en vaudront la peine, mais pas de la façon dont elle s'y attend. Que l'amour sans limite n'est pas de l'amour du tout, mais de la codépendance. Qu'il n'est jamais trop tard pour devenir la personne qu'on est censé être. Que la dignité a un prix, mais qu'il vaut toujours la peine de le payer. Je ne regrette pas les choix que j'ai faits. Chacun m'a mené ici, sur ce balcon, devant ce lever de soleil, dans ce moment de paix. Mais je suis reconnaissante pour le choix que j'ai finalement fait. Me valoriser, exiger le respect, m'éloigner de l'amour toxique, même quand cela me brisait le cœur de le faire. Parfois, la chose la plus aimante que nous puissions faire pour nous-mêmes et pour les autres est de dire non, de poser une limite, de refuser de participer à notre propre diminution. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un message de Samuel. « Georges, n'arrête pas de parler des gâteaux que tu as faits. Est-ce qu'il y a une chance que tu aies gardé la recette? J'aimerais essayer de les faire avec lui ici. » J'ai souri et tapé ma réponse. « Bien sûr. Je te l'envoie par mail. Et si vous veniez tous les deux dîner le week-end prochain? On pourrait les faire ensemble. Ce serait formidable. Maman, merci. » Des mots simples, une communication ordinaire. Mais il y a 5 ans, ils auraient semblé impossibles. C'est ça le truc avec la guérison. Elle ne se produit pas d'un coup dans de grands moments dramatiques. Elle se produit par petites étapes, dans des choix tranquilles, dans la reconstruction progressive de la confiance, une interaction à la fois. Je finis mon café alors que le soleil se lève complètement au-dessus de l'horizon, peignant le fleuve de lumière dorée. Une autre journée s'étend devant moi. Mon cours de poterie ce matin, déjeuner avec une amie, une soirée de lecture ou de peinture, ou simplement assise ici à regarder l'eau couler. Une journée qui m'appartient entièrement, façonnée par mes choix, remplie de choses qui m'apportent de la joie. C'est peut-être la plus grande victoire de toutes. Pas la réconciliation avec Samuel, bien qu'elle apporte sa propre mesure de paix. Pas même la relation avec Georges, aussi précieuse soit-elle. Non, la vraie victoire est dans la femme que je suis devenue. Celle qui a finalement appris que l'amour, le vrai amour, n'exige pas le sacrifice du respect de soi. Celle qui a découvert qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour créer une vie qui honore sa propre valeur. À 75 ans, je suis plus moi-même que je ne l'ai jamais été. Plus entière, plus en paix. Et cela vaut chaque pas difficile du voyage. 5 années se sont écoulées depuis ce matin à l'église. 5 ans de cours de peinture et de tours de potier, de livres lus et d'endroits visités, d'amitiés renouées et de limites maintenues. J'ai 73 ans maintenant, preuve vivante que la vie peut commencer quand on décide de la revendiquer. Les murs de mon appartement sont couverts de mes propres peintures, amateurs mais authentiques, imparfaites mais miennes. La chambre d'amis est celle d'Olivia quand elle en a besoin, même si elle est très occupée avec son internat de médecine maintenant. Parfois, je croise des gens qui nous connaissaient avant. Ils demandent des nouvelles de Samuel, leurs yeux avides de drame. Je leur dis qu'il vit sa vie et que je vis la mienne. Et c'est tout ce que quiconque a besoin de savoir. La vérité est plus complexe. J'ai répondu à la lettre de Samuel 3 mois après l'avoir reçue. Ma réponse n'était pas chaleureuse, mais elle n'était pas froide non plus. J'ai posé des attentes claires. Pas de demande d'argent, pas de manipulation, pas d'utilisation de son fils comme arme. Je lui ai dit que j'étais disposée à prendre un café une fois, et nous verrions où les choses iraient à partir de là. Nous nous sommes retrouvés dans un endroit neutre. Le même café du centre-ville où il m'avait présenté Nathalie pour la première fois. Cela semblait approprié en quelque sorte. Boucler la boucle. Il était déjà là quand je suis arrivée, assis à une table d'angle avec 2 cafés. Il s'est levé quand il m'a vu, maladroit, incertain. « Maman » a-t-il dit, et il y avait un tremblement dans sa voix. « Samuel. » J'ai pris le siège en face de lui, acceptant le café qu'il poussait vers moi. De près, je pouvais voir les changements en lui. Les vêtements de créateur avaient disparu,
remplacé par un simple pantalon et une chemise qui avait connu des jours meilleurs. Son visage était plus mince, avec de nouvelles lignes autour des yeux et de la bouche. Mais ses yeux étaient plus clairs que dans mon souvenir. « Merci d'être venu, » a-t-il dit. « Je n'étais pas sûre que tu viendrais. Moi non plus. » Le silence s'est étiré entre nous, lourd d'années de douleur et de regrets. « Comment va Georges ?» ai-je finalement demandé. Quelque chose dans son visage s'est adouci. « Il va bien. Il grandit si vite. Il est en maternelle maintenant. Il adore les dinosaures et l'espace. Il a sorti son téléphone, a hésité. Tu voudrais voir une photo ? J'ai hoché la tête et il m'a montré une photo d'un garçon riant avec les yeux de Samuel et les traits délicats de Nathalie. Il est magnifique, ai-je dit sincèrement. Il demande parfois de tes nouvelles. Je lui ai dit que sa mamie est une artiste qui vit près du fleuve. C'est tout ? Non, je lui ai dit la vérité. Autant qu'un enfant de 5 ans peut comprendre. Que je t'ai fait beaucoup de mal et qu'on essaie de retrouver le chemin l'un vers l'autre. C'est ce qu'on fait ? Il a posé son téléphone. J'espère. Je sais que je ne le mérite pas, mais j'espère. J'ai bu mon café, rassemblant mes pensées. Parle-moi de ta vie maintenant. Et il l'a fait. La petite agence de communication où il travaillait, l'appartement modeste qu'il louait, ses séances de thérapie, ses difficultés avec le temps limité qu'il avait avec Georges, les leçons qu'il apprenait sur vivre selon ses moyens, sur trouver de la valeur au-delà du succès matériel. L'ironie, a-t-il dit avec un sourire triste, c'est que je suis enfin la personne que tu m'as élevée pour être. Il a juste fallu que je perde tout pour y arriver. Pas tout, ai-je corrigé doucement. Tu as encore ta santé, ton intelligence, ta capacité à changer. Certaines personnes ne trouvent jamais ça, même avec tout l'argent du monde. Nous avons parlé pendant 2 heures. Pas du passé, cela viendrait plus tard. Par petites doses, quand les fondations seraient plus solides. Mais du présent. De qui nous étions maintenant ? Ces 2 étrangers liés par le sang et l'histoire et la douleur. Quand je me suis finalement levée pour partir, il s'est levé aussi. « On peut refaire ça ?» a-t-il demandé, et je pouvais entendre l'espoir et la peur dans sa voix. « Oui », ai-je dit, mais doucement, Samuel. La confiance prend du temps à se reconstruire. Je sais. Il a hésité, puis a demandé. « Tu voudrais rencontrer Georges un jour ? » Pas encore, si tu n'es pas prête. Mais un jour. La question m'a prise au dépourvu. La grand-mère en moi voulait dire oui immédiatement. Mais la femme que j'étais devenue savait qu'il valait mieux ne pas se précipiter. Allons-y une étape à la fois, ai-je dit. Assurons-nous d'être sur un terrain solide avant d'impliquer un enfant là-dedans. Il a hoché la tête, acceptant ma limite. C'est juste, plus que juste. Alors que je marchais vers ma voiture, je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Pas guérie, pas encore, mais en voie de guérison. Avançant plutôt que coincé dans le passé. Nos cafés sont devenus un rituel mensuel. Parfois maladroit, parfois étonnamment facile. Nous construisions quelque chose de nouveau. Pas la dévotion aveugle d'avant. Pas l'attente présomptueuse d'un fils qui voyait sa mère comme une ressource plutôt qu'une personne. 6 mois de café, puis un dîner au restaurant, puis finalement je l'ai invité à mon appartement. Il s'est tenu sur mon balcon, regardant le fleuve. « C'est magnifique, maman. »« Merci, ça me correspond bien. » Il s'est retourné, prenant en compte les peintures sur les murs, les pièces de poterie sur les étagères, les livres empilés près de mon fauteuil de lecture. « Tu t'es construit une vraie vie. Une qui est juste pour toi. »« Oui, j'en suis content. » Et il semblait le penser vraiment. « Tu le mérites. Tu l'as toujours mérité. » Plus tard, alors qu'il partait, il s'est arrêté à la porte. « Maman, je réfléchis à quelque chose. Je veux te rembourser. » Ma garde s'est immédiatement levée. « Samuel ?» »« Pas tout d'un coup, » a-t-il dit rapidement. « Je sais que je ne peux pas. Mais par versement, même si ça prend le reste de ma vie, ce n'est pas nécessaire. »« Ça l'est pour moi. » Sa voix était ferme. « J'ai profité de toi. J'ai besoin de réparer les choses. » J'ai étudié son visage, cherchant de la manipulation ou des arrière-pensées. Mais tout ce que j'ai vu, c'était de la sincérité et la détermination que j'avais autrefois vues dans le miroir chaque jour, alors que je construisais mon entreprise à partir de rien. « On en reparlera, » ai-je dit finalement. « Mais pas aujourd'hui. » Il a hoché la tête, respectant encore une fois ma limite. « Quand tu seras prête. » Après son départ, je me suis assise sur mon balcon à regarder les bateaux sur le fleuve.
pensant à la rédemption et aux secondes chances, et au prix des deux. 3 mois de plus ont passé avant que j'accepte de rencontrer Georges. Nous avons choisi un parc avec une aire de jeu, un territoire neutre où le garçon se sentirait à l'aise et où notre interaction pourrait être naturelle plutôt que forcée. Je suis arrivée en avance, mon cœur battant d'une façon qu'il n'avait pas battu depuis que j'avais marché vers cette église 5 ans plus tôt. Mais cette fois, la peur était différente. Pas de rejet ou d'humiliation, mais de connexion, d'aimer cet enfant et d'être aimé en retour. De la vulnérabilité qui vient quand on ouvre son cœur, après l'avoir si soigneusement gardé. Je les ai vus avant qu'ils ne me voient. Samuel tenant la main d'un petit garçon qui sautillait à côté de lui, bavardant sans cesse. Même de loin, je pouvais voir l'animation de Georges, son énergie. Ils ont atteint le banc où j'attendais. Samuel s'est agenouillé au niveau de son fils. « Georges, voici ta mamie Françoise. » Le garçon m'a étudié avec des yeux solennels, les yeux de Samuel. « Tu es l'artiste, a-t-il dit. »« Oui, je le suis. »« Papa dit que tu fais des bols aussi. »« C'est vrai. Tu voudrais que je t'en fasse un jour ?» Il a considéré cela avec la gravité que seul un enfant de 5 ans peut avoir. « Il peut être bleu ?» Le bleu, c'est ma couleur préférée. Il peut absolument être bleu. Et juste comme ça, j'étais grand-mère. Pas par droit ou par le sang seul, mais par la simple acceptation d'un enfant qui me voyait non pas comme la victime d'un drame familial, mais comme quelqu'un qui pouvait lui faire un bol bleu. Nous avons passé 2 heures au parc. Je l'ai poussé sur les balançoires, je l'ai regardé grimper sur la structure de jeu, je me suis assise à côté de lui dans le bac à sable. Samuel gardait une distance respectueuse, nous laissant trouver notre propre rythme ensemble. Quand il a été temps de partir, Georges m'a regardé. « Je te reverrai ? Tu le voudrais ?» Il a hoché la tête avec emphase. « Oui. Et n'oublie pas mon bol bleu. »« Je n'oublierai pas, ai-je promis. » Alors qu'il s'éloignait, la petite main de Georges dans celle de son père, j'ai senti le dernier morceau de glace autour de mon cœur commencer à fondre. Pas complètement. Certaines cicatrices restent pour toujours, mais assez pour laisser entrer la lumière à nouveau. 1 an après le début de notre réconciliation, Samuel m'a demandé s'il pouvait amener Georges à mon appartement pour l'après-midi. Nathalie se remariait et déménageait à Bordeaux avec son nouveau mari. Georges allait partager son temps entre Lyon et Bordeaux, et Samuel voulait qu'il ait des endroits stables dans les 2 villes où il se sentirait chez lui. « J'aimerais que ton appartement soit un de ces endroits pour lui ici, » a-t-il expliqué. « Si tu es d'accord avec ça. » J'étais touchée par la demande, par la confiance qu'elle impliquait. Bien sûr. Quand ils sont arrivés, Georges a couru directement vers l'étagère où j'avais placé le bol bleu que je lui avais fait. « Tu l'as gardé !» s'est-il exclamé. « Bien sûr. Il t'attend chaque fois que tu viens. » Samuel avait apporté quelques affaires de Georges. Un dinosaure en peluche préféré, quelques livres, une couverture spéciale. « Je pensais qu'on pourrait les garder ici, » a-t-il dit, « pour quand il dort ici, si ça te va. » La vue de ces petites affaires, ces témoins de la vie d'un enfant, m'a presque fait craquer. Il y a 5 ans, Samuel m'avait menacé de ne jamais voir mes petits-enfants. Maintenant, il créait une place pour son fils dans ma maison. « C'est plus que bien, » ai-je dit. Après avoir installé Georges avec un livre, Samuel et moi nous sommes assis sur le balcon, regardant le fleuve tout en gardant un œil sur le garçon à travers la porte vitrée. « Nathalie déménage, » a-t-il dit, bien que je le sache déjà. « Comment tu te sens par rapport à ça ?» Il a réfléchi, soulagé, honnêtement. Ça a été difficile de coparentalité quand elle est si proche. Chaque passage de relais est tendu. La distance pourrait en fait aider. Et Georges, il est résilient. Les enfants s'adaptent et il adore l'idée d'avoir 2 villes à explorer. Il a fait une pause. « Maman, il y a autre chose dont je voulais te parler. » J'ai levé un sourcil, attendant. J'ai économisé. Ce n'est pas grand-chose encore, mais je veux commencer à te rembourser ce que j'ai pris. Samuel, s'il te plaît. Maman, j'ai besoin de faire ça. Pas parce que tu as besoin de l'argent, mais parce que j'ai besoin de faire amende honorable de façon tangible. J'ai regardé mon fils, vraiment regardé. Le jeune homme arrogant qui exigeait mes économies avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui comprenait la valeur de ce qu'il avait pris. Pas seulement en euros, mais en confiance. D'accord, ai-je dit finalement. Mais pas à moi. Au fonds d'éducation d'Olivia. Ajoute à ce que j'ai déjà mis de côté pour elle. Le soulagement a envahi son visage. Merci. C'est parfait.
Nous sommes restés assis dans un silence amical, regardant une péniche remonter lentement le fleuve. « Tu sais, » a-t-il dit après un moment, « je pense souvent à ce matin à l'église. À quel point tout aurait été différent si j'avais simplement tenu tête à Nathalie et sa famille. Si j'avais été fière de toi au lieu d'avoir honte. » On ne peut pas changer le passé, Samuel. Non, mais on peut en tirer des leçons. Il s'est tourné vers moi, ses yeux sérieux. J'apprends à Georges la dignité, le fait de traiter les gens avec respect. Peu importe ce qu'ils font comme métier ou combien d'argent ils ont. Je ne veux pas qu'il devienne jamais qui j'étais. Il ne le deviendra pas, ai-je dit avec certitude, parce que tu n'es plus cette personne. À l'intérieur, Georges s'était endormi sur le canapé, son dinosaure serré contre sa poitrine, son visage paisible dans la lumière de l'après-midi. Les années passent, comme toujours. Georges a 8 ans maintenant, passant un week-end par mois avec moi pendant que Samuel suit des cours du soir pour terminer son MBA. Olivia est dans sa 2e année d'internat, se spécialisant en gériatrie, inspirée, dit-elle, par mon parcours. J'ai 75 ans. Je peins encore. Je fais encore de la poterie. Je découvre encore de nouvelles parties de moi-même. Le mois dernier, j'ai commencé à faire du bénévolat dans un foyer pour femmes, enseignant l'art à des enfants qui ont vu trop de noirceur dans leur jeune vie. Cela me semble juste. Utiliser ma sagesse durement acquise pour aider les autres à trouver leur propre force. Samuel continue à transférer de l'argent au fonds d'éducation d'Olivia chaque mois sans faute. De petits montants, mais réguliers. Une restitution symbolique qui compte plus dans l'intention que dans les euros. Nous avons trouvé un nouvel équilibre, mon fils et moi. Pas la dévotion aveugle d'avant, mais quelque chose de plus sain. Le respect mutuel, des limites claires, la compréhension que l'amour ne se prouve pas par le sacrifice ni ne se mesure en euros. Éléonore Villefranche a appelé le Noël dernier. Nathalie était enceinte de son 2e enfant, mais ne voulait aucun contact avec sa mère. La roue du dysfonctionnement familial tournait vers une nouvelle génération. « Comment avez-vous fait ?» m'a-t-elle demandé. « Comment avez-vous reconstruit avec Samuel après tout ça ?» Lentement, lui ai-je dit. Avec des limites, avec de l'honnêteté, et avec la compréhension que la réconciliation ne signifie pas effacer le passé. Cela signifie construire un avenir qui reconnaît ce qui s'est passé et choisit un chemin différent vers l'avant. Vous pensez qu'il y a de l'espoir pour Nathalie et moi? Il y a toujours de l'espoir, Éléonore. Mais ça doit venir des 2 côtés. On ne peut pas le forcer. Après avoir raccroché, j'ai pensé aux étranges tournures que prend la vie. Il y a 5 ans, Éléonore Villefranche m'avait traité d'ordure. Maintenant, elle m'appelait pour avoir des conseils. Le monde a une façon de tous nous rendre humbles, finalement. La semaine dernière, j'ai reçu un colis de Samuel. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée que je n'avais jamais vue. Georges bébé, peut-être 6 mois, dormant paisiblement dans son berceau. Et à côté, une note manuscrite. « Maman, j'ai trouvé ça en fouillant dans de vieilles photos. Elle a été prise la nuit avant que Nathalie et moi venions à ton appartement demander de l'argent. J'étais tellement désespérée alors, tellement perdue. Je pensais que si tu le voyais juste, tu nous donnerais tout ce qu'on demandait. Je suis reconnaissant chaque jour que tu aies dit non. Que tu m'aies assez aimé pour me laisser échouer. Que tu aies eu la force de poser des limites que je ne pouvais pas me poser moi-même. » Georges m'a demandé quelque chose d'intéressant hier. Il a dit « Papa, pourquoi mamie Françoise a tellement de photos de toi quand tu étais petit, mais aucune de quand tu avais mon âge ou que tu étais ado ?» Je ne savais pas comment répondre au début. Puis je lui ai dit la vérité, qu'il y a eu un temps où nous étions séparés, quand j'ai fait de mauvais choix qui t'ont profondément blessé. Il y a réfléchi très sérieusement, puis il a dit « Mais tu as dit pardon et tu le pensais vraiment, hein ?» Quand j'ai dit oui, il a hoché la tête comme si ça réglait tout. « C'est ce que tu me dis. Dis pardon et pense-le vraiment et fais mieux la prochaine fois. » De la bouche des enfants, pas vrai? Je continue à m'excuser, maman. Je continue à essayer de faire mieux. Merci de m'avoir donné cette chance. Avec amour et regret, Samuel. J'ai placé la photo sur ma cheminée à côté de la photo de Samuel à 5 ans, avec son sourire édenté. L'avant et l'après de notre histoire, avec toutes les parties compliquées du milieu gardées dans nos cœurs plutôt qu'exposées au monde. Georges a passé le week-end dernier avec moi pendant que Samuel assistait à une conférence. Nous avons fait des gâteaux, peint des tableaux, construit un fort dans le salon. Des choses de grand-mère ordinaire qui avaient autrefois semblé impossibles.
Alors que je le bordais dans la chambre d'amis qui était progressivement devenue sa chambre, il m'a posé une question. « Mamie Françoise, tu as toujours été une artiste ?» « Non, mon cœur. Pendant longtemps, j'étais juste une dame de la laverie. Je nettoyais les vêtements des autres pour que ton papa puisse avoir de belles choses. » Il a réfléchi à cela. « C'était un bon travail? » « C'était un travail honnête. Ça m'a permis de m'occuper de ton papa quand il était petit. Mais tu préfères être artiste? » « Oui, mais je ne pouvais pas être artiste à l'époque. » Parfois, on doit attendre le bon moment dans notre vie pour devenir qui on est censé être. Il a hoché la tête, acceptant cela avec la sagesse simple d'un enfant. « Je suis content que tu sois artiste maintenant. Tes peintures me rendent heureux. » « Toi aussi, tu me rends heureuse, Georges. » Après qu'il se soit endormi, je me suis assise sur mon balcon à regarder les lumières se refléter sur le fleuve. 75 ans, et découvrant encore la joie dans des endroits inattendus. Apprenant toujours que la capacité du cœur à aimer n'est pas diminuée par la douleur, mais élargie par le pardon. Le genre qui vient avec des limites et du respect, pas le genre qui invite à d'autres blessures. Ce matin, je me suis réveillée tôt et j'ai préparé du café, l'emportant sur le balcon pour regarder le lever du soleil. Le ciel à l'est était peint de nuances de rose et d'or, l'eau en contrebas reflétant la lumière en motifs scintillants. Mon téléphone a vibré avec un message d'Olivia. « Coucou, mamie Françoise. Je vérifie juste qu'on est toujours d'accord pour dîner vendredi. J'ai une grande nouvelle à partager. » J'ai souri, soupçonnant quelle pourrait être cette nouvelle. Olivia sortait avec un confrère médecin depuis presque 2 ans maintenant. Peut-être y avait-il des fiançailles à annoncer. Absolument. J'ai hâte d'entendre ta nouvelle. Je t'aime. En posant mon téléphone, j'ai pensé à la tapisserie de ma vie. Les fils de sacrifice et de service qui avaient dominé pendant si longtemps, la période sombre de trahison et de blessure, et maintenant ces fils plus récents de joie et de créativité, de relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. Je ne suis plus la même femme qui se tenait sur ce parking d'église il y a 5 ans, s'entendant appeler ordure. Cette femme commençait juste à trouver sa voie, à affirmer sa dignité. La femme que je suis maintenant est pleinement elle-même. Artiste, grand-mère, amie, mentor. Plus définie uniquement par ce qu'elle donne aux autres, mais par qui elle est en son cœur. Si je pouvais retourner parler à mon moi plus jeune, cette femme de 26 ans qui a abandonné l'école d'infirmière, qui a commencé à prendre du linge pour subvenir aux besoins de son enfant, que lui dirais-je? Que les sacrifices en vaudront la peine, mais pas de la façon dont elle s'y attend. Que l'amour sans limite n'est pas de l'amour du tout, mais de la codépendance. Qu'il n'est jamais trop tard pour devenir la personne qu'on est censé être. Que la dignité a un prix, mais qu'il vaut toujours la peine de le payer. Je ne regrette pas les choix que j'ai faits. Chacun m'a mené ici, sur ce balcon, devant ce lever de soleil, dans ce moment de paix. Mais je suis reconnaissante pour le choix que j'ai finalement fait. Me valoriser, exiger le respect, m'éloigner de l'amour toxique, même quand cela me brisait le cœur de le faire. Parfois, la chose la plus aimante que nous puissions faire pour nous-mêmes et pour les autres est de dire non, de poser une limite, de refuser de participer à notre propre diminution. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un message de Samuel. « Georges n'arrête pas de parler des gâteaux que tu as faits. Est-ce qu'il y a une chance que tu aies gardé la recette? J'aimerais essayer de les faire avec lui ici. » J'ai souri et tapé ma réponse. « Bien sûr, je te l'envoie par mail. Et si vous veniez tous les 2 dîner le week-end prochain? On pourrait les faire ensemble. Ce serait formidable. Maman, merci. » Des mots simples, une communication ordinaire. Mais il y a 5 ans, ils auraient semblé impossibles. C'est ça le truc avec la guérison. Elle ne se produit pas d'un coup dans de grands moments dramatiques. Elle se produit par petites étapes, dans des choix tranquilles, dans la reconstruction progressive de la confiance, une interaction à la fois. Je finis mon café alors que le soleil se lève complètement au-dessus de l'horizon, peignant le fleuve de lumière dorée. Une autre journée s'étend devant moi. Mon cours de poterie ce matin, déjeuner avec une amie, une soirée de lecture ou de peinture, ou simplement assise ici à regarder l'eau couler. Une journée qui m'appartient entièrement, façonnée par mes choix, remplie de choses qui m'apportent de la joie. C'est peut-être la plus grande victoire de toutes. Pas la réconciliation avec Samuel, bien qu'elle apporte sa propre mesure de paix. Pas même la relation avec Georges, aussi précieuse soit-elle. Non, la vraie victoire est dans la femme que je suis devenue. Celle qui a finalement appris que l'amour,
le vrai amour, n'exige pas le sacrifice du respect de soi. Celle qui a découvert qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour créer une vie qui honore sa propre valeur. À 75 ans, je suis plus moi-même que je ne l'ai jamais été, plus entière, plus en paix. Et cela vaut chaque pas difficile du voyage. Les mois qui ont suivi ont apporté leur lot de surprises et de confirmations. Olivia s'est effectivement fiancée à son confrère médecin, un jeune homme charmant, nommé Thomas, qui la regardait comme si elle avait accroché la lune dans le ciel. Quand elle me l'a présenté officiellement, j'ai vu en lui quelque chose que je n'avais jamais vu chez Nathalie. Du respect sincère, de l'admiration authentique. Un amour qui n'avait rien à voir avec ce qu'Olivia pourrait lui apporter. « Mamie Françoise », m'a-t-il dit ce soir-là après le dîner, « Olivia m'a tellement parlé de vous. De tout ce que vous avez traversé. Je veux que vous sachiez que je ne suis pas ce genre d'homme. Je ne mesurerai jamais la valeur de quelqu'un à son compte en banque. » J'ai souri, touchée par sa franchise. Je le vois bien, Thomas. Et c'est exactement pour ça qu'Olivia t'a choisi. Ils se sont mariés au printemps suivant, une cérémonie simple dans un jardin public, entourée seulement de ceux qui comptaient vraiment. J'étais assise au premier rang, juste à côté de Sarah. Quand Olivia a prononcé ses vœux, ses yeux ont trouvé les miens, et j'ai vu des larmes couler sur ses joues. « À ma grand-mère de cœur ?» a-t-elle dit, s'écartant légèrement du protocole. Qui m'a appris que l'amour véritable ne demande jamais qu'on se diminue. J'ai pleuré ce jour-là aussi, mais c'était des larmes de joie pure, sans aucune amertume. Samuel était là aussi, avec Georges. C'était la première fois que nous assistions à un événement familial ensemble depuis le désastre de son propre mariage. Il s'est comporté avec une dignité que je ne lui connaissais pas avant. Quand quelqu'un lui a demandé ce que faisait sa mère, il a répondu sans hésiter. Ma mère est artiste. Et avant ça, elle a bâti une entreprise prospère de ses propres mains. Elle est la femme la plus forte que je connaisse. J'ai failli renverser mon champagne en l'entendant. Georges a tiré sur ma manche. « Mamie, pourquoi tu pleures ?»« Parce que je suis heureuse, mon cœur. »« Très, très heureuse. » Il a réfléchi à cela avec son sérieux habituel. « Les grandes personnes pleurent quand elles sont heureuses. »« C'est bizarre. »« Oui, » ai-je admis en riant. « C'est un peu bizarre. » Cette nuit-là, après la fête, je suis rentrée seule à mon appartement. J'ai allumé une bougie et me suis assise sur mon balcon, écoutant les bruits de la ville s'apaiser. Pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai ressenti aucune solitude. Ma vie était pleine. Pas de la façon dont je l'avais imaginée à 26 ans, ni même à 58, mais pleine quand même. D'art et de créativité, d'amitié sincère, d'un fils qui apprenait enfin à être un homme bon, d'un petit-fils qui m'adorait simplement pour qui j'étais, d'une petite fille de cœur qui portait mes leçons dans sa propre vie. Le lendemain du mariage d'Olivia, j'ai reçu une visite inattendue. Une jeune femme que je ne connaissais pas, avec un bébé dans les bras. Elle semblait nerveuse, presque effrayée de sonner à ma porte. « Madame Moreau ?»« Oui, je suis désolée de vous déranger. Je m'appelle Claire. J'étais une employée à votre ancienne laverie. Maria m'a donné votre adresse. J'espère que ça ne vous dérange pas. » Je me suis souvenue d'elle alors. Une jeune fille timide qui avait travaillé les week-ends pendant quelques mois avant que je vende l'entreprise. Elle avait toujours l'air un peu perdue, un peu brisée. « Bien sûr. Entrez. » Elle s'est assise dans mon salon, le bébé endormi contre sa poitrine. Elle a regardé mes peintures sur les murs, mes poteries sur les étagères, et quelque chose dans ses yeux s'est adouci. « C'est vous qui avez fait tout ça ?» ?»« Oui. Après avoir vendu la laverie, j'ai découvert que j'aimais créer des choses. » Elle a hoché la tête, puis a pris une grande inspiration. « Je suis venue vous remercier. »« Me remercier ? De quoi ? Quand je travaillais pour vous, j'avais 19 ans. J'étais dans une relation. » Elle s'est arrêtée, cherchant ses mots. Difficile. Mon petit ami de l'époque, il contrôlait tout. Mon argent, mes amis, ma vie. Je ne savais pas comment partir. Je me souvenais maintenant. Les bleus qu'elle essayait de cacher. Les excuses qu'elle inventait pour ses retards. La façon dont elle sursautait quand quelqu'un élevait la voix. « Un jour, » a-t-elle continué, « vous m'avez trouvé en train de pleurer dans l'arrière-boutique. Vous vous en souvenez ? Vaguement, ai-je admis. Vous ne m'avez pas demandé ce qui n'allait pas. Vous m'avez juste dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Vous avez dit, parfois, la chose la plus courageuse qu'une femme puisse faire, c'est de partir, même quand tout le monde lui dit de rester. » Des larmes coulaient sur ses joues maintenant. J'ai pensé à ces mots pendant des mois.
Et puis un jour, j'ai fait mes valises et je suis partie. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Mais je l'ai faite parce que vous m'avez fait comprendre que c'était possible. Je l'ai regardée. Cette jeune femme qui avait trouvé le courage de se libérer. Ce bébé innocent dans ses bras, symbole d'un nouveau départ. Je suis tellement contente que tu sois partie. Ai-je dit doucement. J'ai épousé quelqu'un de bien maintenant. Elle a souri à travers ses larmes. Quelqu'un qui me traite comme je le mérite. Et cette petite, c'est Emma. Je voulais que vous la voyiez, pour que vous sachiez que vos mots ont compté. Après qu'elle soit partie, je suis restée longtemps assise, pensant à tous les petits moments de nos vies qui ont un impact sur les autres. Des mots que nous oublions, mais qui changent le cours d'une existence. Des actes de gentillesse qui se propagent comme des ondes sur l'eau. Peut-être que c'était ça, la vraie mesure d'une vie. Pas l'argent accumulé ou les possessions acquises, mais les vies touchées, les cœurs encouragés, les personnes aidées à trouver leur propre chemin. Ce soir-là, j'ai commencé une nouvelle peinture. Une femme marchant vers l'horizon, un bébé dans les bras, le soleil se levant devant elle. Je l'ai appelée Nouveau départ. C'est devenu une de mes œuvres préférées. L'année de mes 76 ans a apporté un nouveau défi. Le médecin m'a diagnostiqué de l'arthrite dans les mains. Rien de grave, mais assez pour rendre la poterie plus difficile, la peinture plus fatigante. J'aurais pu voir ça comme une fin. Au lieu de cela, j'y ai vu une invitation à m'adapter. J'ai commencé à donner des cours plutôt qu'à créer moi-même. À transmettre ce que je savais à d'autres. Mes élèves au centre culturel étaient un mélange improbable. Des retraités cherchant un nouveau hobby. Des jeunes en recherche d'eux-mêmes. Des mères au foyer ayant besoin d'une échappatoire. Une ancienne cadre supérieure qui avait tout perdu dans un divorce. C'est cette dernière, Martine, qui m'a le plus touchée. Elle avait 52 ans, le même âge que Samuel. Elle avait passé 30 ans à construire une carrière brillante, négligeant sa vie personnelle, et s'était retrouvée seule quand son mari l'avait quittée pour une femme plus jeune. « Je ne sais plus qui je suis », m'a-t-elle confié un jour après le cours. « Sans mon travail, sans mon mariage, je suis juste vide. » Je l'ai regardée, voyant en elle des échos de qui j'aurais pu devenir si je n'avais pas fait ce choix difficile il y a des années. « Tu n'es pas vide, Martine. Tu es un vase qui attend d'être rempli de nouvelles choses. La question est, qu'est-ce que tu veux y mettre ?» Elle a pleuré ce jour-là. Puis elle est revenue la semaine suivante. Et la suivante. Petit à petit, je l'ai vue se reconstruire. Découvrir des passions qu'elle avait négligées. Nouer des amitiés avec les autres élèves. Retrouver un sens à sa vie. Quand elle a vendu sa première poterie lors d'un marché artisanal local, elle m'a appelée en larmes de joie. Vous aviez raison, Françoise. Je n'étais pas vide. J'étais juste en attente. Ces moments-là, ces petites victoires des gens que j'accompagnais, me remplissaient d'une satisfaction que l'argent n'aurait jamais pu acheter. Je comprenais enfin ce que signifiait vraiment être riche. Samuel a obtenu son MBA avec mention. Il m'a invitée à la cérémonie de remise des diplômes et j'y suis allée. C'était étrange de le voir marcher sur cette estrade, à 40 ans, recevant un diplôme qu'il aurait pu avoir 20 ans plus tôt. Mais peut-être que c'était exactement comme ça que les choses devaient se passer. Peut-être avait-il eu besoin de tout perdre pour comprendre ce qui comptait vraiment. Après la cérémonie, il m'a serré dans ses bras, longuement, sincèrement. Merci, maman. Pourquoi ? Pour avoir cru que je pouvais changer. Même quand je ne le méritais pas. Je n'ai jamais cessé de croire en toi, Samuel. J'ai juste cessé de t'autoriser à me faire du mal. Il a hoché la tête, les yeux brillants. Je sais. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Cette nuit-là, nous avons dîné ensemble, Samuel, Georges et moi. Dans un petit restaurant près du fleuve, rien de chic, juste de la bonne nourriture et de la bonne compagnie. Georges a raconté ses aventures à l'école. Samuel a parlé de ses projets pour sa nouvelle carrière. Et moi, j'ai écouté, le cœur plein. À la fin du repas, Georges m'a posé une question. « Mamie, c'est quoi le secret pour être heureux ?» J'ai réfléchi un moment. Le secret, mon cœur, c'est d'abord de te respecter toi-même. Si tu ne te respectes pas, personne d'autre ne le fera. Et ensuite, c'est de trouver des gens qui t'aiment pour qui tu es vraiment, pas pour ce que tu peux leur donner. Il a hoché la tête solennellement. D'accord, je vais me rappeler de ça. J'espère qu'il le fera. J'espère que quand il sera grand, il se souviendra de ses soirées avec sa grand-mère, de ses leçons partagées autour d'une table simple,
J'espère qu'il ne fera jamais à quelqu'un ce que son père m'a fait autrefois. Mais si jamais il s'égare, j'espère qu'il trouvera le chemin du retour comme Samuel l'a fait. L'automne de mes 77 ans a été doux. Les feuilles sur les arbres le long du fleuve se sont teintées d'or et de rouge, créant un tableau que même les plus grands maîtres n'auraient pu égaler. Je passais mes matinées à peindre, mes après-midi à enseigner, mes soirées à lire ou à recevoir des visites. Un soir d'octobre, alors que je regardais le coucher de soleil depuis mon balcon, le téléphone a sonné. C'était Sarah. « Tante Françoise, j'ai une nouvelle. Une bonne ou une mauvaise? » « Une bonne, je pense. Maman veut te voir. »« Ta mère ?» La sœur de Samuel, celle avec qui j'avais perdu contact après le mariage désastreux. Elle avait pris le parti de son neveu à l'époque, m'accusant d'avoir gâché sa vie. « Elle regrette ce qu'elle t'a dit, » a continué Sarah. Elle a vu comment Samuel a changé. Elle comprend maintenant ce qui s'est vraiment passé. J'ai réfléchi un moment. J'aurais pu refuser. La blessure était encore là, enfouie mais réelle. Mais j'avais appris quelque chose ces dernières années. Le pardon n'est pas pour l'autre personne. Il est pour soi-même, pour se libérer du poids de la rancœur. « D'accord, » ai-je dit. « Dis-lui qu'elle peut venir. » Ma belle-sœur, Jeanne, est arrivée le week-end suivant. Elle avait vieilli, bien sûr, nous avions toutes vieilli. Mais il y avait quelque chose de changé dans son regard. Une humilité qui n'était pas là avant. « Françoise, » a-t-elle commencé, debout maladroitement dans mon entrée. Je ne sais même pas par où commencer. « Entre, » ai-je dit. « Je vais faire du thé. » Nous nous sommes assises dans mon salon. Deux vieilles femmes, avec des décennies de non-dits entre elles. Elle a regardé autour d'elle, prenant en compte ma vie, mes œuvres, mon espace. « C'est beau, » a-t-elle dit. « Tu t'es vraiment construit quelque chose. » « Oui ?» Elle a baissé les yeux sur sa tasse. « J'ai été si injuste avec toi. » Quand Samuel nous a raconté sa version, Elle s'est arrêtée, cherchant ses mots. « Tu as cru ton neveu. C'est compréhensible. Mais ce n'était pas juste. Il t'avait traité horriblement. Et au lieu de te soutenir, je l'ai défendu. » Elle a levé les yeux, des larmes sur les joues. « Comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu lui as pardonné après tout ça? » « Je ne lui ai pas juste pardonné. » ai-je dit doucement. J'ai d'abord exigé qu'il change. Le pardon sans transformation, ce n'est pas du pardon. C'est de l'autorisation à continuer. Elle a hoché la tête lentement. « Mon propre fils, » a-t-elle murmuré. Il m'a fait quelque chose de similaire. Pas aussi grave, mais douloureux quand même. Je comprends maintenant ce que tu as vécu. Nous avons parlé pendant des heures ce soir-là. De nos enfants, de nos déceptions, de nos espoirs. De ce que signifie être mère dans un monde où les enfants prennent parfois leurs parents pour acquis. Quand elle est partie, nous nous sommes serrés dans les bras. Pas comme avant, pas comme des belles sœurs qui se toléraient, mais comme deux femmes qui avaient traversé le feu et en étaient ressorties plus fortes. « Je suis heureuse que tu aies appelé, » lui ai-je dit. « Moi aussi. »« Et Françoise? Merci de m'avoir redonné mon neveu. »« Le Samuel d'aujourd'hui, c'est grâce à toi. »« Non, » ai-je corrigé. « C'est grâce à lui. Il a fait le travail. Je lui ai juste montré qu'il le pouvait. » L'hiver cette année-là a été long, mais pas solitaire. Georges venait souvent, emmitouflé dans son manteau, me racontant ses histoires d'école avec animation. Samuel appelait régulièrement, pas pour demander quoi que ce soit, juste pour prendre des nouvelles. Olivia et Thomas ont annoncé qu'ils attendaient leur premier enfant. Je serais arrière-grand-mère de cœur. Et Martine, mon élève devenue amie, a ouvert sa propre petite boutique de poterie dans le Vieux-Lyon. Elle m'a demandé d'être sa marraine d'entreprise, un titre honorifique qui m'a fait sourire. Un soir de février, alors que la neige tombait doucement sur la ville, j'ai sorti mon journal. J'écrivais dedans depuis des années maintenant, notant mes pensées, mes observations, les leçons apprises. Cette nuit-là, j'ai écrit ceci. « Il y a 7 ans, je pensais que ma vie était finie. Mon fils m'avait trahi. Mon cœur était brisé, et je ne voyais pas de chemin vers l'avant. Aujourd'hui, je comprends que ce moment n'était pas une fin, mais un début. Pas le début que j'aurais choisi, mais celui dont j'avais besoin. On ne choisit pas toujours nos épreuves, mais on choisit toujours ce qu'on en fait. On peut se laisser briser définitivement, ou on peut ramasser les morceaux et construire quelque chose de nouveau, quelque chose de peut-être plus beau que ce qui existait avant. Je ne suis pas la même femme qu'il y a 7 ans. Je suis plus forte, plus sage, plus libre. J'ai appris que l'amour véritable ne demande pas de sacrifice de soi, que les limites ne sont pas des murs, mais des fondations,
Que dire non peut être l'acte d'amour le plus profond. Et j'ai appris que le pardon, quand il est mérité, peut ouvrir des portes qu'on croyait fermées pour toujours. Mon fils est revenu. Pas le fils d'avant, aveuglé par l'avidité et la honte, mais un homme nouveau, humilié par ses erreurs, grandi par ses épreuves. Notre relation n'est pas parfaite. Elle ne le sera jamais. Mais elle est réelle, honnête, basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. C'est tout ce que j'ai jamais voulu. Demain, Georges viendra me voir. Il m'aidera à faire de la poterie, même si mes mains ne sont plus aussi agiles qu'avant. Il me racontera ses histoires, et j'écouterai avec tout l'amour que j'ai. Et quand il partira, il emportera un peu de moi avec lui. Pas mon argent, pas mes possessions, mais mes valeurs, mes leçons, mon histoire. C'est le plus bel héritage que je puisse laisser. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà dû choisir entre maintenir une relation et maintenir votre dignité? Laissez un commentaire et partagez votre histoire. Et si vous avez aimé le parcours de Françoise, découvrez 2 autres histoires qui touchent le cœur de ceux qui les écoutent. Mon gendre m'a traité d'inutile au dîner de Noël et j'ai découvert que mon mari avait une famille secrète pour notre 40e anniversaire de mariage. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour vous choisir vous-même. Les saisons continuent de tourner, et avec elles, ma vie aussi. Le printemps de mes 78 ans a apporté le bébé d'Olivia et Thomas, une petite fille qu'ils ont nommée Rose. Quand ils me l'ont mise dans les bras pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose que je pensais ne plus jamais éprouver. Une joie pure, sans mélange, sans ombre de douleur. Elle est parfaite, ai-je murmuré, regardant ce petit visage endormi. Comme sa mamie de cœur, a dit Olivia, les yeux brillants de larmes. Samuel était là aussi ce jour-là. Il a tenu Rose avec une douceur que je ne lui avais jamais connue quand Georges était bébé. À l'époque, il était trop préoccupé par l'image, par le paraître, pour vraiment savourer ces moments. Maintenant, il comprenait leur valeur. Elle ressemble à Olivia quand elle était bébé, ai-je dit. Et un peu à toi, maman, quand tu étais jeune. Comment saurais-tu à quoi je ressemblais, bébé? Grand-mère m'a montré des photos. Avant qu'elle ne meure, elle m'a raconté des histoires sur toi, sur comme tu étais courageuse, même petite fille. Je n'ai jamais su que ma belle-mère lui avait parlé de moi. Elle était morte avant le mariage de Samuel, avant que tout ne s'effondre. Mais apparemment, elle avait transmis quelque chose à son petit-fils, quelque chose qu'il avait oublié pendant des années et qui lui revenait maintenant. Elle disait que tu avais toujours su ce que tu voulais, a continué Samuel, même quand personne ne croyait en toi, que tu n'avais jamais laissé personne te définir. Et puis je t'ai défini pendant des années, comme la femme de la laverie, comme quelqu'un dont j'avais honte. C'est du passé, Samuel. Oui, mais je ne veux pas que ce soit oublié. Je veux que Georges et Rose sachent, qu'ils connaissent l'histoire complète, pour qu'ils ne répètent jamais mes erreurs. Cette conversation m'a hantée pendant des jours, non pas de façon douloureuse, mais pensive. Samuel voulait que l'histoire soit racontée. Peut-être était-il temps que je l'écrive. J'ai commencé ce récit l'été suivant. Pas un livre, pas vraiment. Juste mes souvenirs, mes réflexions, les leçons que la vie m'avait enseignées. J'écrivais le matin, quand la lumière était douce et que le fleuve scintillait sous ma fenêtre. Chaque mot était un acte de libération. Chaque page tournée était une blessure qui cicatrisait un peu plus. Samuel a lu le manuscrit en premier. Je le lui ai donné un soir, après le dîner, sans explication. « Juste lis », ai-je dit, « et dis-moi ce que tu en penses. » Il m'a appelé 3 jours plus tard, la voix rauque. « Maman, je ne savais pas. Tout ce que tu avais sacrifié, tout ce que tu avais ressenti. Je pensais que je savais, mais je ne savais rien. C'était le but, ai-je dit. Pas de te faire culpabiliser, mais de te faire comprendre. » Il y a eu un long silence. « Je vais faire mieux, » a-t-il finalement dit. Chaque jour, je vais faire mieux. C'est tout ce que je demande. Olivia a lu le manuscrit ensuite. Elle a pleuré, m'a-t-elle dit, pendant des pages entières. Pas de tristesse, mais de reconnaissance. Tu as mis en mots ce que tellement de femmes vivent, a-t-elle dit. Cette façon dont on donne et donne jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Cette façon dont on accepte d'être traité parce qu'on a peur de perdre l'amour. Tu devrais le publier, a-t-elle ajouté, pour que d'autres puissent le lire. J'ai ri à cette idée. Qui voudrait lire les mémoires d'une vieille dame de la laverie? Moi, a-t-elle répondu.
et toutes les femmes qui ont vécu quelque chose de similaire. Toutes celles qui ont besoin de savoir qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même. L'idée a fait son chemin, pas la publication traditionnelle. Quelque chose de plus simple, de plus personnel. Martine connaissait quelqu'un qui faisait de l'impression à la demande. Quelques dizaines d'exemplaires pour ceux qui voudraient lire. Le premier livre est arrivé un matin de novembre. Je l'ai tenu entre mes mains, ce petit rectangle de papier qui contenait toute ma vie. Sur la couverture, une de mes peintures. La femme marchant vers l'horizon avec son bébé. Nouveau départ. À l'intérieur, mon histoire. Pas romancée, pas embellie. Juste la vérité. Aussi honnête que je pouvais la raconter. J'ai envoyé des copies à ceux qui comptaient. Samuel, Olivia, Sarah, Jeanne, Martine, quelques amis du centre culturel. Et une à Maria, la gérante de ma laverie qui avait vu défiler les années avec moi. Les réactions m'ont surprise. Des lettres, des appels, des larmes. Des femmes que je connaissais à peine qui me confiaient leurs propres histoires de sacrifice et de renaissance. Un homme, le mari d'une de mes élèves, qui m'a remercié d'avoir aidé sa femme à comprendre qu'elle méritait mieux dans leur mariage. Il a changé après avoir lu votre livre, m'a-t-elle dit. Il a compris comment il la traitait. Et maintenant, nous apprenons à nous aimer autrement. Voilà peut-être le plus grand cadeau de cette expérience. Savoir que mes mots, nés de ma douleur, pouvaient éclairer le chemin des autres. Que mon histoire, aussi personnelle soit-elle, avait une portée universelle. L'hiver de mes 79 ans a été le plus froid depuis des décennies. Le Rhône a gelé par endroits, créant des tableaux que même les meilleurs photographes ne pouvaient capturer. Je passais mes journées au chaud, à peindre ces paysages éphémères depuis ma fenêtre. Georges venait presque chaque semaine maintenant. À 9 ans, il était devenu un petit philosophe, posant des questions qui me forçaient à réfléchir. « Mamie, pourquoi les gens se font du mal ?» m'a-t-il demandé un jour, après avoir entendu une histoire aux actualités. « C'est une grande question, mon cœur. Parce qu'ils ont mal eux-mêmes, souvent. Parce qu'ils ont oublié que les autres sont aussi réels qu'eux. Parce que parfois, c'est plus facile de faire du mal que de faire le travail de guérir. Comment on fait pour guérir? On reconnaît qu'on a mal. On cherche de l'aide, on accepte de changer. Et on fait des choix différents, même quand c'est difficile. » Il a réfléchi à cela un long moment. « C'est ce que papa a fait? » »« Oui. Ton papa a fait des erreurs quand il était plus jeune. Des erreurs qui m'ont beaucoup blessée. Mais il a fait le travail. Il a changé. Et maintenant, nous nous aimons d'une façon plus vraie qu'avant. » Georges a hoché la tête solennellement. « Je suis content qu'il ait changé. Comme ça, je peux te connaître. » Je l'ai serré contre moi, ce petit garçon sage qui portait en lui le meilleur de notre famille. Moi aussi, je suis contente. Cette conversation m'a rappelé pourquoi tout cela en avait valu la peine. Pas pour moi seul, mais pour les générations à venir. Pour que Georges grandisse en sachant qu'on peut toujours faire mieux. Qu'on peut toujours choisir différemment. Le printemps est revenu, comme toujours. Avec lui, les cerisiers ont fleuri le long du fleuve, créant des tunnels de pétales roses que les promeneurs traversaient avec émerveillement. J'ai eu 80 ans ce printemps-là. Un chiffre qui me semblait irréel. 80 ans de vie, de lutte, de joie, de peine. 80 ans de devenir qui j'étais censée être. Samuel a organisé une fête. Rien d'extravagant, juste la famille et quelques amis proches. Dans mon appartement, autour de ma table, avec de la nourriture simple et du bon vin. Avant de porter un toast, il s'est levé. « Maman, je veux dire quelque chose. » La salle s'est tue. J'ai regardé mon fils, ce garçon que j'avais élevé, cet homme qui m'avait brisé le cœur puis aidé à le reconstruire. Il y a 8 ans, j'ai fait quelque chose d'impardonnable. J'ai traité ma mère comme si elle n'avait pas de valeur, comme si son amour n'était qu'un compte en banque où je pouvais puiser sans fin. J'ai eu honte d'elle, de son travail, de tout ce qu'elle représentait. Sa voix s'est brisée. Il a pris une inspiration. Ce que je ne comprenais pas alors, c'est que tout ce dont j'avais honte était exactement ce qui aurait dû me rendre fière. Une mère qui a travaillé sans relâche pour me donner des opportunités. Une femme qui a construit une entreprise de rien. Une personne d'une intégrité absolue. Il m'a regardé, les yeux brillants. Il m'a fallu tout perdre pour comprendre ce que j'avais. Et il m'a fallu des années pour mériter à nouveau ta confiance. Je ne sais pas si je la mérite complètement, même maintenant. Mais je sais une chose. Je suis l'homme que je suis aujourd'hui grâce à toi. Pas grâce à l'argent que tu m'as donné. Grâce aux limites que tu as posées.
grâce à ton refus de me laisser te détruire et me détruire avec. Alors ce soir, je lève mon verre à ma mère, la femme la plus courageuse que je connaisse, celle qui m'a appris que l'amour véritable dit parfois non. Joyeux anniversaire, maman. Je t'aime. Pas pour ce que tu peux me donner, mais pour qui tu es. La salle a applaudi. J'ai pleuré, bien sûr, mais c'était des larmes de guérison, le genre qui nettoie l'âme et prépare le terrain pour de nouvelles croissances. Plus tard, cette nuit-là, après le départ des invités, je suis restée seule sur mon balcon. Le fleuve coulait en contrebas, éternel et changeant à la fois. Les étoiles brillaient au-dessus de la ville, indifférentes à nos drames humains, mais témoins silencieux de nos triomphes. J'ai pensé à la jeune femme que j'avais été, celle qui avait abandonné ses rêves pour élever son fils, celle qui avait travaillé jusqu'à l'épuisement pour lui donner tout, celle qui avait presque tout perdu en l'aimant sans limite. Cette femme n'existe plus. À sa place se tient quelqu'un de différent, une artiste, une enseignante, une grand-mère, une amie, une femme entière, définie non pas par ce qu'elle donne, mais par qui elle est. Le chemin a été long et douloureux. Il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner, où la blessure semblait trop profonde pour jamais guérir. Mais j'ai continué, un jour à la fois, un choix à la fois. Et maintenant, à 80 ans, je peux dire avec certitude que les meilleurs jours de ma vie ne sont pas derrière moi. Ils sont maintenant, chaque matin où je me réveille dans mon appartement. Chaque tableau que je peins, chaque cours que je donne, chaque moment avec Georges et Rose, chaque conversation avec Samuel où nous nous voyons vraiment, chaque café avec Olivia, chaque rire partagé avec mes amis. Si je pouvais donner un conseil à quelqu'un qui traverse ce que j'ai traversé, ce serait celui-ci. N'abandonnez jamais votre dignité. Même pour l'amour, surtout pour l'amour. Parce que l'amour qui vous demande de vous diminuer n'est pas de l'amour. C'est de l'exploitation déguisée. Le vrai amour vous élève. Il vous voit entier. Il respecte vos limites. Et si quelqu'un vous aime vraiment, il fera le travail nécessaire pour mériter votre confiance. Samuel l'a fait. Cela a pris des années, mais il l'a fait. Et notre relation aujourd'hui est plus profonde, plus vraie, plus précieuse que tout ce que nous avions avant. Pas malgré la rupture, mais à cause d'elle. Parfois, il faut briser quelque chose pour pouvoir le reconstruire plus fort. Le soleil se lève maintenant sur le fleuve. Un nouveau jour commence. Je ne sais pas combien de temps il me reste sur cette terre. Personne ne le sait vraiment. Mais je sais ceci, je vivrai chaque jour qui me reste pleinement. Je peindrai tant que mes mains pourront tenir un pinceau. J'enseignerai tant que ma voix portera. J'aimerai tant que mon cœur battra. Et quand viendra le moment de partir, je partirai en paix, sachant que j'ai vécu, vraiment vécu, pas pour quelqu'un d'autre, mais avec quelqu'un d'autre. En équilibre, en dignité, en amour. Voilà mon histoire. Pas une histoire de victime, même si j'ai été victimisée. Pas une histoire de vengeance, même si j'aurais pu en vouloir. Mais une histoire de transformation. De la chenille qui accepte de tout perdre pour devenir papillon. De la femme qui accepte de tout perdre pour devenir elle-même. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, si elle vous a donné de l'espoir, alors elle aura rempli son but, parce que nous sommes tous connectés, nous, les humains. Chaque histoire que nous partageons tisse un fil de plus dans le grand tissu de l'humanité. Chaque leçon apprise peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Je pose ma plume maintenant. Ou plutôt, je referme mon ordinateur. Les temps changent, même les façons de raconter les histoires. Mais certaines vérités restent éternelles. L'amour est précieux. La dignité est sacrée. Et il n'est jamais, jamais trop tard pour commencer à vivre vraiment. Je m'appelle Françoise Moreau. J'ai 80 ans. Et ma vie commence à peine. Les semaines qui suivent mon anniversaire sont douces, comme un rêve éveillé. Le printemps s'installe pleinement sur Lyon, parfumant l'air de fleurs et de promesses. Je marche souvent le long du Rhône maintenant, profitant de chaque pas, de chaque souffle, de chaque moment de conscience pure. Un après-midi de mai, alors que je traverse le parc de la Tête d'Or, une jeune femme m'arrête. Elle a peut-être 25 ans, les yeux rougis comme si elle avait pleuré. « Excusez-moi », dit-elle timidement. « Vous êtes bien Françoise Moreau ? Celle qui a écrit Nouveau départ ?» Je suis surprise. Mon petit livre n'a été imprimé qu'à quelques dizaines d'exemplaires. Comment cette inconnue pourrait-elle le connaître? Oui, c'est moi. Comment connaissez-vous mon livre?
Ma tante me l'a donné, explique-t-elle. Elle dit qu'il lui a sauvé la vie, qu'il lui a donné le courage de quitter son mari qui la maltraitait depuis des années. Je suis touchée au plus profond de mon être. Les mots ont du pouvoir. Les histoires ont du pouvoir. Ma histoire, née de tant de douleurs, a aidé quelqu'un que je ne connaîtrai jamais. Votre tante va bien maintenant? La jeune femme sourit pour la première fois. Oui, elle a recommencé sa vie. Elle peint maintenant, comme vous. Elle dit que vous l'avez inspirée. Nous restons assises sur un banc pendant 1 heure, cet inconnu et moi. Elle me raconte l'histoire de sa tante, qui ressemble tant à la mienne. Un mari contrôlant, des années de soumission, et puis un jour, le courage de partir. Je lui parle de mes propres leçons, de l'importance des limites, de la différence entre l'amour qui élève et l'amour qui détruit, de la force qu'il faut pour dire non, même quand tout le monde vous dit de dire oui. Quand nous nous séparons, elle me serre dans ses bras comme si j'étais une vieille amie. « Merci, murmure-t-elle, pour votre livre, pour votre temps, pour votre existence. » Je rentre chez moi ce soir-là avec le cœur léger. Voilà peut-être le sens de tout ce que j'ai vécu. Non pas la souffrance en elle-même, mais ce qu'elle peut devenir quand on choisit de la transformer. Une sagesse, une compassion, en lumière pour les autres. Le mois de juin apporte une surprise inattendue. Samuel m'appelle un matin, la voix excitée comme je ne l'ai pas entendue depuis des années. « Maman, j'ai une nouvelle. Georges et moi, nous allons déménager. » « Déménager? Où? Plus près de toi. J'ai trouvé un appartement à 3 rues de chez toi. Comme ça, Georges pourra te voir plus souvent. Et moi aussi. » Je reste silencieuse un moment, absorbant cette information. Pendant des années, Samuel m'avait tenue à distance, m'avait cachée comme une honte. Et maintenant, il voulait se rapprocher. « Tu es sûre? Je ne veux pas que tu fasses ça pour moi. Je fais ça pour nous, répond-il. Pour Georges, qui adore sa mamie. Pour moi, qui veut rattraper le temps perdu. Et oui, pour toi aussi. Parce que tu mérites d'avoir ta famille près de toi. Le déménagement a lieu en juillet. Je les aide, autant que mes vieux os le permettent. Déballer des cartons, accrocher des tableaux, installer une chambre d'enfant. Des gestes simples qui tissent des liens plus forts que 1000 discours. Le premier soir dans leur nouvel appartement, nous dînons ensemble sur leur petit balcon. Le soleil se couche sur les toits de Lyon, peignant le ciel de couleurs impossibles. Georges est déjà endormi à l'intérieur, épuisé par l'excitation du déménagement. « C'est beau, dis-je en regardant la vue. Pas aussi beau que chez toi, répond Samuel, mais suffisamment proche pour que je puisse voir ton balcon. Il pointe du doigt, et effectivement, je peux apercevoir mon immeuble au loin, reconnaissable à la glycine qui grimpe sur sa façade. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit-il doucement. Quand j'étais enfant, je rêvais de partir loin, de m'éloigner de la laverie, de notre petit monde. Je pensais que le bonheur était ailleurs, dans les quartiers chics, les grandes maisons, les gens importants. Et maintenant, je rêve d'être près de ma mère, de regarder mon fils grandir avec sa grand-mère à portée de main, de construire des souvenirs simples qui dureront toute une vie. La vie a une façon étrange de nous enseigner ce qui compte vraiment. Oui, elle a cette façon. Nous restons silencieux un moment, regardant les étoiles apparaître une à une dans le ciel assombri. Des années de non-dits, de blessures, de reconstruction. Et maintenant, cette paix. « Maman, je ne te l'ai jamais vraiment dit, » commence Samuel. Mais je suis tellement reconnaissant. Reconnaissant? De quoi? De tout. De ton refus de céder, de tes limites, de m'avoir laissé toucher le fond pour que je puisse remonter. Je pensais que tu me détruisais. En fait, tu me sauvais. Les larmes coulent sur mes joues, mais je ne les essuie pas. Certaines larmes méritent de couler librement. Tu t'es sauvé toi-même, Samuel. Je t'ai juste montré que c'était possible. Il prend ma main, cette main usée par des années de travail, et la serre doucement. Je vais être un bon père. Je vais être un bon fils. Je te le promets. Je sais, je le vois déjà. L'automne de cette année-là est particulièrement beau. Les feuilles sur les arbres le long du Rhône se parent de couleurs flamboyantes, créant des tableaux naturels que je peins avec émerveillement. Georges vient souvent après l'école maintenant, faisant ses devoirs à ma table pendant que je travaille sur ma dernière toile. Un après-midi, il lève la tête de son cahier de mathématiques. « Mamie, c'est quoi le bonheur ?» Une question si simple et si profonde à la fois. Je pose mon pinceau et m'assieds à côté de lui. Le bonheur, mon cœur, c'est plein de petites choses. C'est faire ce qu'on aime. C'est être avec les gens qu'on aime.
c'est se sentir en paix avec soi-même. Toi, tu es heureuse? Je réfléchis un moment avant de répondre. La vérité mérite d'être dite avec soin. Oui, je suis heureuse. Mais je n'ai pas toujours été heureuse. Il y a eu des moments très difficiles dans ma vie. Qu'est-ce qui a changé? J'ai appris à m'aimer moi-même, à me traiter avec respect, à m'entourer de gens qui me respectent aussi. Et j'ai appris que le bonheur, ce n'est pas l'absence de problèmes. C'est la capacité de les traverser sans perdre qui on est. Il hoche la tête avec cette gravité qui le caractérise. Je vais me rappeler de ça. Je l'espère. Et si tu oublies, je serai là pour te le rappeler. Il sourit et retourne à ses mathématiques. Mais je vois dans ses yeux qu'il a enregistré mes paroles, qu'elles germeront en lui avec le temps, comme des graines plantées dans un sol fertile. L'hiver arrive doucement, couvrant Lyon d'un manteau blanc qui étouffe les bruits de la ville. Je passe beaucoup de temps à l'intérieur maintenant. Mes vieilles articulations protestent contre le froid. Mais je ne me plains pas. Chaque jour est un cadeau. Chaque moment de conscience est précieux. La veille de Noël, toute la famille se réunit chez moi. Samuel et Georges, bien sûr. Mais aussi Olivia et Thomas avec la petite Rose qui commence à marcher. Sarah et sa famille. Jeanne, ma belle-sœur réconciliée. Martine et quelques amis du centre culturel. Mon petit appartement déborde de rires et de conversations. La table croule sous les plats que chacun a apportés. L'odeur des bougies parfumées se mêle à celle du vin chaud. C'est un bonheur simple, ordinaire et pourtant si précieux. Avant le repas, Samuel se lève pour porter un toast. « À ma mère », dit-il en levant son verre, « qui nous a tous réunis ici ce soir. Qui a eu le courage de dire non pour pouvoir un jour dire oui? À Françoise. À Françoise, répète l'assemblée. Je suis émue aux larmes, mais je trouve la force de me lever à mon tour. À vous tous, dis-je d'une voix tremblante. À la famille qu'on choisit autant qu'à celle dans laquelle on est. À l'amour qui respecte, à la dignité qui ne se négocie pas, et à la certitude qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre vraiment. Cette nuit-là, après le départ des invités, je reste seule dans mon salon, entourée des traces joyeuses de la soirée. Des assiettes à moitié vides, des verres de vin oubliés, des rires qui semblent encore résonner dans l'air. Je pense à tout le chemin parcouru, à la jeune femme qui a abandonné ses rêves pour son fils, à la mère qui a tout donné et tout perdu, à la femme brisée qui a trouvé le courage de se relever, et à celle qui se tient ici maintenant, entourée d'amour et de respect, vivant enfin la vie qu'elle mérite. Si je devais résumer tout ce que j'ai appris en un seul conseil, ce serait celui-ci. Aimez-vous assez pour exiger d'être bien traité? Pas par orgueil, pas par égoïsme, mais parce que vous le méritez. Parce que l'amour véritable ne demande jamais qu'on se sacrifie au point de se perdre. Parce que poser des limites n'est pas abandonner l'autre, c'est se préserver pour pouvoir continuer à aimer. Mon histoire touche à sa fin, mais la vôtre continue. Quoi que vous traversiez en ce moment, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas condamné à répéter les mêmes erreurs. Et il existe toujours une autre façon de vivre, une façon plus vraie, plus digne, plus heureuse. Puissiez-vous la trouver comme je l'ai trouvée. Puissiez-vous avoir le courage de la choisir, même quand c'est difficile. Et puissiez-vous un jour, comme moi, regarder en arrière et savoir que chaque épreuve en valait la peine. Je m'appelle Françoise Moreau, j'ai 80 ans, et je vous souhaite tout le bonheur du monde.